Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, c'est sur Europe 1. Tiens, il y a mon neveu qui se met d'entrée de l'émission. On fait comment si on va au sport dans le premier arrondissement et qu'on n'habite pas là-bas? Voilà, il est déjà dedans. On prend les transports en commun, vont vous répondre la mairie de Paris. Non, il prend pas les transports en commun. Je vais vous dire, je connais mon neveu. Dans les transports en commun, il a des flatulences. Merci. On l'embrasse. Il est 16h04, on est sur Europe 1. Merci d'être là. Valérie Benaïm est là. Gauthier Lebré. Et bonjour comment à tous. vous voulez qu'il ne soit pas là? Non mais c'est réglé. Gauthier Lebré pas là, l'émission n'existe pas. Oh non. Mais comment faisiez-vous avant sans lui? Je ne faisais pas. Vous Je vivotais, voilà, je le dis. Merci Olivier d'Artigol d'être avec nous. Et merci Fabien Lecoeuf d'être là. Merci. J'ai une proposition à vous faire. Je vais démarrer par vous. Par Fabien Lecoeuf? Oui, comme ça après je pourrais vous libérer si vous avez des emplettes à faire. Il est génial. Si vous avez des emplettes à faire, au moins comme ça ce sera fait. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Expulsion. Le ministre de l'Intérieur fait décoller 3 avions avec des migrants illégaux dedans. On va en parler dans un instant. Bruno Retailleau. Je suis désolé, mais Bruno Retailleau, ça bouge. Ça envoie, ça envoie du pâté. C'est le retour des charters. Ah non, mais ça envoie du pâté, de four. Gauthier Lebré, on peut expliquer ça? Allez, c'est parti. Donc Bruno Retailleau remet en place les charters. Vous savez, les charters, c'était ces vols groupés à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Charles Pasqua. Le premier charter, c'est 1986 vers le Mali. Donc le principe d'un charter, c'est que vous expulsez dans le même avion plusieurs étrangers en situation irrégulière du même pays. Ouais. Donc Bruno Retailleau, il en a fait décoller 3 depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur. Un vers la République démocratique du Congo depuis Mayotte, l'un vers la Géorgie et donc hier vers l'Albanie, avec celui vers l'Albanie une particularité, une majorité de mineurs. Et donc Bruno Retailleau, il veut montrer à travers ça que c'est aussi possible d'expulser les mineurs, et la stratégie, c'est celle de vider les CRA, les centres de rétention administrative, pour libérer l'espace, les places, même chose pour les hébergements d'urgence, et ça se fait aussi grâce et à l'aide de Frontex et les gardes frontières européens. Mais donc il s'inscrit, si vous voulez, dans la lignée, la filiation de Charles Pasqua, de Nicolas Sarkozy. Il avait de la fermeté dans la parole, il en a désormais dans les actes. Non mais c'est fou. C'est fou quand même. Mais après, ça interroge sur les mineurs. Il y a un débat sur les mineurs. Ça interroge toujours. Il l'a fait. Il a tué le débat, quoi. Il l'a fait, exactement. Stop. Il vaut mieux faire que débattre. Parfois. Non mais c'est vrai. Parfois le débat, ça va, c'est sympa 2 minutes, mais à un moment il faut faire. Il a fait une déclaration forte sur la ME hier. Oui, je sais. Bruno Retailleau. Alors il était aux 20h face à Anne-Sophie Lapix hier soir. Ah oui. Alors Anne-Sophie Lapix, elle était énervée. Elle aime pas les hommes de droite, disons-le. Je crois que Bruno Retailleau, Jordan Bardella. J'ai l'impression que c'est pas Bruno Retailleau est à droite. Non. J'ai l'impression que c'est pas sa tasse de thé à Anne-Sophie Lapix. C'était Anne-Sophie le pic plutôt. C'est la première fois qu'on voyait un ministre de l'Intérieur en garde à vue. Non mais c'est vrai. Un ministre de l'Intérieur en garde à vue. Est-ce qu'on a des extraits d'Anne-Sophie Lapix? Parce que c'est vrai qu'hier c'était quelque chose. Anne-Sophie Lapix avec Bruno Retailleau, il est en garde à vue, le mec. Ouais. Non mais franchement c'est incroyable. Elle est tranquille. Allez, on va écouter ça. D'accord. Peut-être pas besoin d'en faire tout un. Mais j'en fais. C'est pas moi. Sur la aussi, vous avez. Mais non. C'est un combat que vous menez. Mais c'est un combat. Pourquoi? Parce que vous dites c'est un combat, mais parce que ce combat trouve des oppositions. Il y a des gens en France, qui voudraient que, à la limite, on accueille toute la misère du monde. Moi, ce que je dis. Vous voulez supprimer quelque chose qui existe. Ce que je dis, non. Ce que je dis, c'est que il faut là encore. On est les seuls au monde à avoir un dispositif aide médicale d'État et des titres pour des étrangers malades. Les seuls au monde. Ce que je veux, moi, c'est qu'au moment où l'Assemblée va débuter l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va dérembourser quand vous irez voir le médecin. Donc on demande aux Français des efforts. Et alors pour des clandestins qui fraudent la frontière, mais vous savez ils auraient droit, ce serait surtout open bar. Pour éviter les maladies et laisser mourir les gens, en fait, c'est ça. Mais non, bien sûr que non. Ce que j'ai proposé, c'est de transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne laisse mourir personne. Mais on fait encore une fois ce que beaucoup de pays européens font. Mais oui, j'ai quand même du mal, moi, excusez-moi, j'ai du mal. Non, mais elle fait son métier, elle fait son métier de journaliste, c'est normal de pousser un homme politique dans ses retranchements. Fabien Lecoeuf, qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est plus militante que journaliste, parfois, avec certains interviewés. Non, mais il faut le reconnaître. Elle pratique une forme de journalisme à l'anglo-saxonne, et quand les anglo-saxons le font, elle pratique du journaliste, elle la klaxonne plutôt, pas anglo-saxonne. Non, c'est des militants, ça se sent dans le propos, mais évidemment, il ne faut pas être journaliste pour le savoir. Bien sûr, vous qui êtes journaliste, et toujours mesuré.
Il faut interviewer tout le monde de la même manière dans ce cas-là. Voilà. Elle n'interviewe pas le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot comme elle interviewe Bruno Retailleau ou Jordan Bardella. Et à la fin, elle accuse quasiment Bruno Retailleau de vouloir laisser mourir des gens s'il rabote l'AME en AMU. Il dit absolument pas. On laisse mourir personne. On intervient en cas d'urgence. C'est le ton qui me tue. D'ailleurs, est-ce qu'on peut me caler cet échange qu'il y a eu entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Alors là, franchement, la façon dont Patrick Cohen a parlé à Éric Ciotti, les gars, si ça avait été chez nous, je vous dis, c'est Arcom direct. Exactement. Mais ce qui est dommage. Et d'ailleurs, je me demande si cette séquence a été signalée à l'Arcom. Je suis désolé. Moi, on parle pas comme ça, Éric Ciotti. Il fait même un petit signe, il se met son doigt derrière l'oreille en disant mais vous, vous comprenez le français? Il y a un peu de mépris. Non, mais c'est incroyable quand il parle à Éric Ciotti. Éric Ciotti a été très bon d'ailleurs. Il a été resté très calme et les deux, alors ils étaient sur ses côtes. On va réécouter ça dans un instant. Ça parlait du livre de Jordan Bardella. Et de la censure à la SNCF. Exactement, on va en parler dans un instant. Pour le moment, sur l'AME, il y a Nicolas qui voudrait réagir sur Europe 1 01 80 20 39 21. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous Nicolas. Alors l'AME c'est tous les jours. Hein. Tout le monde s'exprime sur l'AME en ce moment. C'est parce qu'il y a Aurore Berger en revanche qui elle n'était pas d'accord avec Bruno Retailleau. Elle dit que supprimer l'AME coûterait bien plus cher aux Français. C'est ce qu'a dit Aurore Berger. Mais vous en pensez quoi Nicolas? Oui. Je pense que chacun tire sa couverture politique. Après, c'est un peu de la com, tout ça. L'AME, je suis d'accord pour que celui qui cotise puisse avoir des soins et celui qui cotise pas, il aura juste les soins vitaux. Et puis ça s'arrête là. C'est comme ça dans beaucoup de pays. Maintenant, il y a d'autres problèmes en France. Je pense que le but des représentants politiques, de faire que la vie soit meilleure pour les Français. Et aujourd'hui, elle est de pire en pire et je pense qu'ils font pas le job, quoi. On est d'accord qu'en ce moment, et c'est pour ça, quand j'entends tout à l'heure, je discutais avec des gens que vous connaissez, comme Valérie Benaïm ou autres, Nicolas, il me disait tout à l'heure, concernant, parce que, pour reparler de ça, une petite seconde, sur le voyage au Maroc, ce que vous parlez de ça, on disait oui, ça a toujours été comme ça, mais les gars, les Français n'ont jamais été dans une telle, dans un tel désarroi et dans une, voilà. Donc je vous le dis, donc il faut arrêter de dire on va faire comme avant, on peut plus faire comme avant. Voilà, dans tout. Donc on est d'accord. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Nicolas, mais bon. Moi, j'ai eu un père qui était malade, qui était chez lui, et donc on dit que les anciens doivent rester chez eux. Faut dire que la sécurité sociale, elle rembourse 2 couches par jour aux anciens qui sont dans leur lit handicapés. Donc moi, j'invite tous les députés, les sénateurs, Monsieur Macron comme tous les autres, à aller 2 fois aux toilettes par jour et à faire le reste dans leur froc. Merci. Alors ça. Merci. Vous avez eu Patrick Sébastien au téléphone, Nicolas? Ça me rappelle une phrase de Patrick Sébastien. Merci Nicolas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci, je vous embrasse fort Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous rappeler quand vous voulez. On est là, 16h, 18h. On a Yann qui est avec nous d'Occitanie. Bonjour Yann. Hola Cyril, comment ça va? Très bien Yann. Merci d'être avec nous. J'adore cet accent, ça fait du bien. Voilà, j'adore ça. Yann, vous faites quoi dans la vie? Rien du tout. Je suis à la retraite. Mais bon, moi c'est un peu particulier. Mais retraite, vous avez 53 ans? Oui. Et alors? Ça va, tranquille. Très bien. Ouais, tranquille. Non, mais en fait, moi c'est un cas particulier, si tu veux. C'est que j'ai eu un souci de santé. D'accord, Yann, oui. J'ai le cœur qui a tendance à s'arrêter comme ça. Ah, d'accord. Et ce qui fait que dès que je cherche un emploi, le plus dur, c'est pas l'entretien. Le plus dur, c'est la médecine du travail. Ah, voilà. Et à la fin, si tu veux, ça devient plus une contrainte pour l'employeur que pour moi. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, tu postules pour un poste. Et dès que tu vas à la médecine du travail, les mecs, ils font leur job. Bien sûr. Mais ils disent, non, vous pouvez pas, donc désolé, merci, au revoir. Ah, d'accord, je comprends tout à fait. Et après, si tu veux, le parcours pour les handicapés, parce que j'en place une pour les handicapés aussi, là, comme moi. Parce que tu es un handicapé à partir du moment où, c'est un handicap qui se voit pas. Bien sûr. Et disons qu'après, ton parcours, c'est formation. Ouais. Bon, on te forme, ça, il n'y a pas de problème. Et après, mettons, moi j'avais une expérience pro, on te propose des stages de découverte en entreprise. C'est au cas où tu oublies. D'accord, je comprends tout à fait. Et à la fin, donc tu fais ton stage, forcément tu n'as pas de perspective d'emploi à l'issue, il ne faut pas rêver. Bien sûr. Et tu retournes au chômage, et quand tu as fini ton chômage, tu refais une formation.
Entre-temps, tu as dû oublier comment ça se passait dans une entreprise. Donc, tu refais un stage de découverte. Et puis voilà, en fait, quoi. tu fais que des stages, en fait. Ouais, t'arrêtes pas. C'est de la main-d'œuvre bon marché, quoi, en fait. Bien sûr. Yann, vous vouliez nous parler également de l'AME. Vous vouliez dire quoi là-dessus? L'AME, en fait, quand on regarde, on te prélève 3 fois tes soins. On te prélève. Donc, la Sécu s'est prise en charge sur le bulletin de salaire. On te prélève une fois parce que tu payes une mutuelle pour payer la complémentaire. Et à la fin, il te reste à charge. Donc, quand tu vas chez le dentiste, un exemple, si tu as l'AME, tu vas chez le dentiste, bonjour, même un soin non remboursé, je veux dire, les maladies parodontales ou des trucs comme ça. Toi, tu payes. Bien sûr. Eux, ils payent pas. Alors, c'est souvent l'exemple qui est donné, Gauthier Lebray, mine de rien. Alors, moi, je serais d'avis plutôt, moi, on garde l'AME, mais on change le nom. D'accord. Tu changes, tu fais, soit c'est pour tout le monde, mais l'AME, moi, je pense aussi, parce qu'on parle des personnes âgées, ok, ils n'ont pas les moyens, t'as des jeunes, ok, ils n'ont pas les moyens, mais les étudiants. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Les étudiants, ils font comment? Oui, Gauthier Lebray. Il y a quelque chose qui est souligné par Bruno Retailleau et qui n'allait pas, c'est au moment de la présentation du budget, on disait on va moins rembourser les soins des Français, la part sera plus importante pour les mutuelles et moins pour la Sécu, et en même temps on va augmenter le budget de l'AME de 100 millions d'euros. Et donc évidemment tollé, et le gouvernement fait marche arrière et dit on gèle le budget. Mais il ne faut pas croire à cette annonce parce qu'un budget, l'AME, on soigne tout le monde. Donc si le 1er septembre, vous avez passé les 1 milliard 200 millions d'euros, on dit quoi? On dit on ne soigne plus personne jusqu'au 31 décembre? Non, c'est faux. Donc pour réduire le budget de l'aide médicale d'État, il y a 2 solutions. Soit vous retirez des soins du panier de soins qui est trop large, et c'est ce que dit Bruno Retailleau. L'AMU, quand ça avait été budgété par les LR, c'était autour de 70 millions. Donc vous passez d'1,2 milliard à 70 millions, vous voyez que vous faites une sérieuse économie. Ou alors vous réduisez l'immigration, parce que évidemment, vu que plus il y a de migrants, plus il y a d'AME, puisque plus il y a de personnes à soigner. Mais dire on gèle le budget, ça se passe pas comme ça. Vous soignez toutes les personnes qui se présentent Bien à partir du moment où ça existe. Donc soit on dit ce soin-là, il rentre pas dedans, ou alors il faut réduire l'immigration. Mais vous pouvez pas augmenter le budget de l'aide médicale d'État et moins rembourser ceux des Français, c'est impossible. Non, mais jusqu'à présent, ce qu'ils nous ont dit les politiques, c'est on va l'augmenter. Bon, c'est pas passé. On va la geler. Bon, ça passe pas. Mais ils n'ont jamais évoqué le cas de la diminuer. Ils veulent faire des économies. Bon, alors déjà, ils te taxent sur les voyages. Il y en a un là, il a pris l'avis. Oui, il l'évoque, mais au sujet de Bruno, moi j'aime bien, il est gentil, il est vaillant. Bruno, vous l'appelez Bruno, vous tranquille. Oui, c'est Bubu, c'est mon employé. Mais, quand il n'était pas au gouvernement, quand il passait, donc lui et sa famille politique, quand il passait à la télé et qu'un journaliste honnête, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de parti pris, lui posait la question en disant « Regardez, le Rassemblement National propose ça », qu'est-ce qu'il disait? C'est impossible. On ne peut pas. Non, pas Retailleau. Retailleau, il milite depuis longtemps pour modifier l'aide médicale d'État. Quand il était déjà au Sénat, c'était une demande, au moment de la loi Darmanin, c'était déjà une demande des sénateurs LR et des Républicains. Donc ça fait très longtemps qu'il est sur la même ligne. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Bruno Retailleau, mais il a une ligne et il s'y tient. Non, la ligne, je parle du parti. Oui, mais il l'incarnait, c'était le patron des sénateurs LR, donc c'était quand même le plus gros groupe d'élus LR. Il est au Sénat aujourd'hui, donc il le tenait, ce groupe. Mais ses camarades du même parti ne sont pas, d'ailleurs, actuellement. Les LR ont la particularité de changer d'avis. Oui, ça leur arrive, ça c'est sûr. Régulièrement. Oui, sur les retraites notamment. Donc si on veut... même sur les expulsions, même surtout, pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, on nous a dit c'est pas possible. Et là, ils communiquent sur quoi? Ils communiquent sur les départs, sur les avions qu'il a envoyés, sur les migrants qu'il a expulsés. Il y a encore 1 an, c'était impossible, d'après M. Darmanin. Ah non, mais le discours... Alors, on peut pas dire que Gérald Darmanin était particulièrement un laxiste, mais le discours de Bruno Retailleau est encore plus ferme, c'est vrai. Merci. Ah, il est plus ferme, et jusqu'à présent, il communique, ça marche apparemment, ça plaît. Pour moi, il prépare les élections.
Moi aussi, pour moi là il commence à avoir, à mon avis ça commence à lui trotter dans la tête. Il commence à ajuster la cravate pour la photo, il n'y a pas de problème. Ça commence à lui trotter dans la tête, c'est sûr. C'est évident. C'est évident. Déjà quand vous êtes ministre de l'Intérieur, ça vous trotte rapidement dans la tête. Exactement. Et la jurisprudence Nicolas Sarkozy, vous n'avez que la rue à traverser pour changer d'emploi. Et lui avec ce qui se passe actuellement, avec la cote qu'il a actuellement, 80% chez les sympathisants de droite. C'était le sondage du JDD. Et ça vient d'arriver, je pense qu'il va être à 90 ou il va passer numéro 1, je pense. Et en 5 semaines au ministère de l'Intérieur, il a doublé tous ses concurrents à droite. Exactement. Il est devant tout le monde. Donc effectivement, c'est une folle percée. Là où il est fort, c'est qu'en ce moment, tu as un voyage au Maroc. Oui. Donc Bruno Retailleau, il a commis... Il est rentré. Oui, enfin, ils ont pris les 4 avions. Même Bernard Montiel est rentré parce qu'il sera avec nous à la télé ce soir. Ah, vous allez lui demander. Super. Bien sûr, il sera avec nous ce soir. Ils sont allés au Maroc. Oui. Bruno Retailleau, c'est quoi les images? Il est avec le ministre marocain de l'Intérieur, ils discutent sur de la politique, sur quelque chose de concret. Le président Emmanuel Macron, c'est quoi en ce moment le sujet de conversation? Yacine Bellatar. Voilà. Yacine Bellatar, et pourquoi il est dans l'avion? Bon, moi, je sais, Cyril, que toi, tu l'aimes bien. Non, mais après, comme j'ai dit, ce voyage, sur tous les people, je suis un petit peu tendu là-dessus, voilà, comme j'ai dit. Moi, je ne l'apprécie pas. Bon. Très bien. Mais il y en a un qui fait son job, et il y en a un qui fait polémique. Oui. Il y en a un, il est ministre, l'autre, il est juste président de la République française. Donc, je sais pas, l'image, moi je suis le roi du Maroc, je regarde les invités, je lui dis, mais c'est qui ces guignols, quoi. Alors, il y en a beaucoup qui ont été invités par le roi du Maroc, attention. À la demande du roi aussi. Et d'ailleurs, petite info, parce que Yacine Bellatar a dit, j'ai vu Bruno Retailleau manger un couscous, comme quoi tout arrive, et je peux vous dire que l'entourage du ministre de l'Intérieur n'était pas du tout heureux de voir Yacine Bellatar dans la délégation. Bruno Retailleau pensait être interrogé par Anne-Sophie Lapix là-dessus hier, il ne l'a pas été. Il le sera demain matin dans une matinale, et il prépare sa réponse à la présence de Yacine Bellatar. Ça risque de faire du bruit, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. On va en parler demain, je pense. Voilà. Il va prendre ses distances largement avec le président de la République, et c'est pas commun de voir un ministre critiquer ouvertement un président de la République, même avec une période de semi-cohabitation comme celle-ci. Mais voilà, on va entendre Bruno Retailleau, à mon avis, demain matin. Moi, pour l'instant, Bruno Retailleau, je suis désolé les mecs, de vous dire ça, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute. C'est un truc de fou. Cyril, il fait le job. Par contre, Cyril, tu sais comment avec l'ARCOM en ce moment-là? Bon, là, pour l'instant, pas de news. No news, tu vois, Yann. Non, parce que moi, j'ai regardé une émission de sport sur la 3 le dimanche. Oui. T'as pris combien, toi, pour une marque à l'écran? Je crois 200 000, je crois. Je dirais 200 000 euros. Alors moi, pendant 45 minutes, j'ai vu le crocodile en gros sur l'écran. Non, c'est vrai, mais c'est ça arrive souvent. Ça arrive souvent, il y a un quotidien, il bien sûr. Rien arrivé. Mais ils regardent pas ces chaînes-là, l'ARCOM, ils regardent que nous. T'as la cote. Et en même temps, je vais en glisser une toute petite dernière. Dites-moi, au sujet d'Anne Roumanoff. Oui. Ah oui. Voilà. Sur le JDD, qui avait dit que le JDD était devenu un journal d'extrême droite. D'extrême droite. Bon, alors écoute, l'année prochaine, elle doit venir à Perpignan. Oui. Bon, le maire de Perpignan, tout le monde le sait, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est Louis Alliot. C'est Louis Alliot, exactement. Donc, elle vient, et les 4 députés des Pyrénées-Orientales... Ah oui. C'est vrai. Ils sont du RN. C'est vrai. Donc, elle ne veut pas écrire au journal, parce qu'ils sont d'extrême droite, mais elle vient prendre l'argent de l'extrême droite à la source, chez nous. Non mais alors ça c'est une bonne info ça Yann, c'est une très bonne info. Est-ce qu'elle va demander aux spectateurs s'ils ont voté RN avant d'entrer dans la salle et s'ils ont voté pour Louis Alliot? Ça c'est sûr. Ou les députés RN. Je pense qu'un billet de 50 ou 60 euros, tu lui demandes pas son parti politique. Ouais. Toi tu le prends. Il est orange, il est beau. Tu vois Merci il a tellement d'être raison avec nous en tout cas. Mais vous avez tellement raison là-dessus, je vous jure. Là vous nous avez donné une bonne info. Merci Yann. Bah, alors attends, une dernière. En même temps, hier, j'aurais voulu parler à Patrick. Attendez, Yann, est-ce que je voudrais avoir votre avis. Je voudrais qu'on écoute la passe d'armes entre Patrick Cohen et Éric Ciotti. J'aimerais que vous restiez avec nous, Yann, et j'aimerais que les auditeurs réagissent là-dessus. Pour moi, alors, je vous dis, moi, j'ai pris 3,5 millions d'euros d'amende. Alors, bien sûr, c'était avec Louis Boyard. Mais Louis Boyard et moi, ça n'a rien à voir. Louis Boyard, c'était mon chroniqueur à la base. Et c'est vrai que, voilà, c'est un mec qui était venu faire un buzz. Mais moi, l'échange entre Patrick Cohen et Éric Ciotti, je suis désolé, moi, il m'a choqué. Après, les gens vont dire, ah oui, mais lui, il a insulté Louis Boyard, etc. Mais non, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Là, écoutez,
Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je voudrais avoir l'avis des auditeurs et l'avis de la bande autour. Regarde, écoutez. Cette interdiction, quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, Monsieur Ciotti. Quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français? On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait? Non, alors là, ils ont mal coupé. Il faut prendre tout l'extrait exactement comme sur Jean-Marc Morandini. Donc merci, parce que là, on voit qu'un extrait. Donc on va réécouter la suite, parce que ça monte dure. En fait. Je veux vraiment tout l'extrait en entier. Merci, les chéris. Donc oui, Gauthier. Oui, moi aussi, quand j'ai vu l'extrait, je me suis dit que c'était un extrait très violent, c'est pas le mot, mais enfin très vif. Et surtout, sur le fond, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Patrick Cohen. Alors, déjà, ce n'est jamais cité, mais Ségolène Royal, François Hollande, Nicolas Sarkozy ont pu exposer dans les gares. Alors, on va répondre à chaque fois. Ils n'étaient plus en politique, ces deux anciens présidents. Ségolène Royal, elle n'a pas été présidente et elle n'est jamais vraiment sortie de la politique. Elle était encore candidate pour être première ministre il y a quelques semaines. Je sais qu'elle fait parfois des chroniques dans une très bonne émission de télé, mais enfin, voilà, elle est toujours à la frontière. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, nier que les syndicats UNSA, Sudrail plutôt, et la CGT se sont manifestés parce que c'est Jordan Bardella, c'est nier la réalité. Évidemment qu'ils n'auraient rien dit si ça avait été Jean-Luc Mélenchon. Le sujet, c'est ils ont fait une polémique, et c'est pour ça ensuite que la régie publicitaire de la SNCF a cédé, parce que c'était Jordan Bardella. Jamais la CGT n'aurait fait une polémique si ça avait été quelqu'un du nouveau Front Populaire. Depuis, il faut savoir, la CGT était en froid avec la France Insoumise sous Philippe Martinez. Depuis l'arrivée de Sophie Binet, c'est le grand réchauffement avec la France Insoumise. Ils vont jusqu'à soutenir l'assistant parlementaire d'Arcilia Soudet, Richie Thibault, qui a été exclu de l'Assemblée parce qu'il a appelé à l'intifada, au soulèvement. Donc il y a vraiment collusion entre la CGT et LFI. Exactement. On va en parler dans un instant de ça. On va retrouver l'extrait complet et je voudrais avoir l'avis des auditeurs. 01 80 20 39 21. Il y a Yann qui reste avec nous tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h32 sur Europe 1. Alors, comme vous le savez, lundi, la régie de la SNCF Média Transport a annoncé que la publicité pour le livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, ne sera finalement pas diffusée dans les gares. Et mardi, donc, Éric Ciotti était l'invité de l'émission sur France 5 avec Patrick Cohen et il a pris la défense de Jordan Bardella. Écoutez. Vous en êtes sûr que ça aurait été interdit aux autres? Vous savez, monsieur Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella, Fayard. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de monsieur Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux outrances, vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire? Je ne crois pas. Alors, d'un coup, donc Patrick Cohen, au départ c'était avec Anne-Elisabeth Lemoine, et ensuite la Patrick Cohen s'en mêle et ça part un peu en clash. Selon lui, c'est dans le règlement de la régie de la SNCF qu'un président de parti ne puisse pas faire de la pub pour son livre. Écoutez. C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. Non. C'est quoi la prochaine étape? L'auto-da-fé? On va brûler les livres. Non, mais Monsieur Ciotti, pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leurs livres politiques. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. Ils l'ont pas demandé parce que c'est interdit. C'est interdit dans les conditions générales de vente de Média Transport. Alors là, ça va, ça reste encore courtois, mais écoutez, Éric Ciotti persiste. C'est bien parce que c'est Jordan Bardella que la publicité a été refusée selon lui, et le ton est encore monté entre Patrick Cohen et Éric Ciotti. Ça, c'est pas une règle qui a été inventée pour Jordan Bardella, monsieur Ciotti. Ça, vous en convenez? Je le crois. Je crois que c'est une décision ad nominem. Mais non, elle était... Ad nominem. Prouvez-le. Vous aussi prouvez le contraire. Voilà. Les faits le prouvent. Article 8 des conditions générales de vente des contrats de Média Transport. Prouvez le contraire. Moi, je viens de vous dire, je vous prouve que il y a eu c'est une règle. pression de ces syndicats d'extrême gauche. Alors, avant qu'on ait toutes les infos grâce à Gauthier Lebray qui a l'article 8, etc. de Média Transport, j'aimerais qu'on finisse le clash, puisque écoutez comment Patrick Cohen a parlé à Éric Ciotti. J'espère qu'on a le truc quand il lui dit ma grand-mère ferait du vélo, ma mère ferait du vélo. On l'a pas, ça. C'était le meilleur extrait, ils l'ont pas. Écoutez.
Cette interdiction, quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, Monsieur Ciotti, quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français? On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait? Il y a des marges d'interprétation. Alors, on n'a pas le meilleur extrait, où ça chauffe le plus, puisqu'ils l'ont coupé avant. À la fin, bravo aux équipes. Mais vous voulez le verbatim de la fin? Oui, mais on va le trouver. Mais c'est ma mère ferait du vélo. Vous dites n'importe quoi, vous faites des hypothèses. Et si ma tante faisait du vélo, elle ferait du vélo dans les gares. Vous êtes ridicule. Voilà, c'est ce qu'il a dit à Éric Ciotti. Franchement, moi, ça me choque. Je suis désolé, excusez-moi, Gauthier Lebray. Alors déjà, on va revenir sur les faits. Oui, sur l'article 8, parce que Patrick Cohen dit il y a une différence entre un politique en activité, comme Jordan Bardella, et un politique qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus, comme donc, qui sous-entend sans les nommer, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui ont pu afficher dans les gares. Or, l'article 8 que cite Patrick Cohen ne mentionne aucune différence. Pour ce qui est de la différenciation entre un homme politique en activité ou en retrait, celle-ci n'est mentionnée à aucune reprise dans les conditions générales de vente de médias transport. C'est faire l'article 8 mentionné par Patrick Cohen hier sur C'est à vous. Donc, il n'y a pas de différenciation entre les politiques dans le règlement de médias transport. Voilà, donc non, ça c'est important de le signaler. Est-ce que vous avez été choqué, vous, par la façon dont il a parlé à Éric Ciotti? Franchement. Je trouve que... Et parfois, oui, je sais qu'on est libre dans cette émission, mais je l'ai vu, cet extrait sur les réseaux sociaux, et je trouve que, notamment, à un moment, il met son doigt derrière l'oreille et il tend l'oreille vers Éric Ciotti. Je trouve qu'il sort un peu du rôle d'intervieweur politique, qu'il a mené d'ailleurs avec talent dans le passé, mais là, je trouve que, oui, ça... Allez... Cette pointe de suffisance, vous voyez, qu'on lui reproche souvent, là, voilà, je trouve cet extrait très, très suffisant. Ce qui est dommage, c'est qu'Éric Ciotti ne lui ait pas rétorqué les noms de Ségolène Royal, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Fabien Lecaux, vous qui êtes... c'est-à-dire qu'il a toujours cette étiquette, Patrick Cohen. C'est toujours été un militant plus qu'un journaliste. Tout le monde le sait, mais tout le monde en parle. Mais c'est important de le dire, parce qu'on a changé d'époque. Ça passait bien encore il y a une trentaine d'années, même une vingtaine d'années. Là, aujourd'hui, son discours est disgracieux parce qu'il est pratiquement irrespectueux. La façon dont il parle, Éric Ciotti. Il est irrespectueux aujourd'hui selon la personne qu'il a en face. Et ça se sent. D'ailleurs, il parle quand son intervenant parle. Déjà, donc il ne laisse pas répondre à la question. On l'a entendu à plusieurs reprises. Et puis, même si on n'est pas d'accord... parce qu'ils n'ont pas la même manière de penser, on respecte sa pensée. Et ce point, il n'est pas là. Un opposant politique peut s'opposer, mais lui, c'est pas un opposant politique. Normalement, dans son rôle de journaliste. Là, je crois qu'il sort de son rôle de journaliste. C'est apporter de la contradiction aussi, le rôle de journaliste. Écoutez la fin de l'intervention. Il y a des marges d'interprétation. Qui ont bénéficié à qui dans le passé? Qui peuvent bénéficier à d'autres. Et je vous fais le pari que si M. Mélenchon avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui, non, mais c'est n'importe quoi, monsieur. Elle pédalerait, je ne sais pas comment. 01 80 20 39 21, réagissez à ça. J'aimerais bien avoir l'avis des auditeurs là-dessus. Et après, on va avoir l'avis d'Olivier d'Artigol, parce que je voudrais avoir son avis aussi. Mais juste Valérie Benaïm, vous en pensez quoi? Moi, je pense que le rôle d'un journaliste, c'est d'apporter de la contradiction et parfois même de le faire de façon très vive et musclée. Je reviens sur l'anglo-saxonne. En revanche, je trouve que là, il est sorti de son rôle. Il est allé plus loin, puisqu'il a sous-entendu qu'il avait un avis, qu'il avait son avis. Et quand il dit « vous êtes ridicule », là, il sort complètement de son rôle, puisqu'un journaliste n'a pas à dire à son invité s'il est ou non ridicule. En revanche, il peut le mettre face à ses contradictions, et c'est son boulot de le mettre face à ses contradictions. C'est quand même... oui, je trouvais que c'était... L'échange était un peu chaud. Olivier d'Artigol. On peut apprécier ou pas Patrick Cohen. Est-ce qu'il a une philosophie, des idées politiques, une sensibilité? Oui, bien sûr. Exact. Pour autant, ça reste un journaliste. Moi, je préfère des entretiens où il se passe quelque chose quand c'est un peu rugueux que quand c'est une mer calme. Là où il sort un peu de l'exercice journalistique, c'est les dernières secondes où on sent que l'agacement prend le pas sur un entretien métier, un peu vif. Sur le fond, je suis d'accord avec les arguments de Patrick Cohen. On les a ici déjà développés. Jordan Bardella est président de parti politique. Il menait la bataille aux élections européennes. Il était chef de file aux élections législatives. Et le titre de son ouvrage est « Ce que je cherche ». C'était peut-être un livre sur les cache-cache. Voilà. Oui, alors on va donner la parole à Gauthier Lebray. J'aimerais qu'il vous réponde, Gauthier. On va le laisser parler, l'excellent et
également, Gauthier Lebray. Merci je sais du que lancement. je pars avec un différentiel. Non, mais est-ce que tu crois... Non, mais je veux juste te poser une question. Pas du tout, Olivier, vous vous trompez. Il est dans la neutralité, Cyril. Tu sais, quand il arbitre totalement neutre. Bah oui. Il n'y a pas de parti pris chez lui. Ah non, mais surtout pas. Est-ce que tu penses sérieusement que la CGT et Sudrail se seraient mobilisés pour un livre de Jean-Luc Mélenchon? Pour moi, il y a deux sujets. Parce que ça part comme ça, cette affaire. Il y a deux sujets. Alors, est-ce que la CGT se serait mobilisée pour Jean-Luc Mélenchon? Non. Là-dessus, vous avez raison. Il y a une bataille politique, idéologique de la CGT qui n'aurait pas attaqué la sortie d'un livre venant d'une personnalité de gauche. Donc ça serait passé crème. On aurait dû lui dire comme vous. Voilà. Ça, c'est un premier bloc de questions. Là-dessus, vous avez raison. L'autre sujet que je dissocie, c'est le règlement de médias transport. Qui ne fait aucune différence entre un politique en activité et en retrait. Neutralité politique. Je pense qu'il est juste d'aller vers ce qu'ils ont décidé et qu'ils le décideront pour tout autre responsable politique en situation. J'espère qu'il n'y aura pas de cas qu'il n'y aura pas une différence de traitement. Mais moi, je comprends votre réponse, mais ce que je dissocie les deux. Patrick Cohen aurait dû dire oui. Je pense que si ça avait été Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Lemoine c'est la réalité. On le sait. Voilà. Il aurait dû dire oui, vous avez raison. Surtout que Sudrail l'a assumé. Sudrail a assumé en disant c'est notre rôle et on veut montrer que le parti, que le RN n'est pas un parti comme les autres et que ce n'est pas un parti démocratique, etc. Ils l'ont assumé. Donc pourquoi on n'assume pas bien sûr. Pourquoi il le conteste, Patrick Cohen, ça? Mais parce qu'il s'enlèverait ce sport. Au moins donner acte sur ça, oui, c'est la réalité. Après, on peut parler du reste. Oui, mais il aurait dû dire. Il n'a qu'à faire ça. Il aurait dû dire, exactement. Oui, Gauthier Lebray. Quand même. Ça, c'est une carrière, Gauthier Lebray. C'est gentil. C'est gentil. La régie publicitaire de la SNCF ne nous dit même pas que c'est Jordan Bardella. Elle nous parle, comme tu l'as rappelé, du titre. C'est derrière le titre que se cacherait un slogan ou une idée politique. De réflexion politique. Oui. Tu sais quel était le titre du dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy mis dans les gares? Le temps des combats. Oui, mais moi je pourrais dire aussi le temps des combats, c'est un titre politique. Il n'était pas en responsabilité. Mais ça n'existe pas dans le règlement. Ça n'existe pas dans le règlement. Il n'y a pas de différence entre retraite et activité. Olivier et Gauthier, on se calme 2 petites secondes. Ce qu'on est en train de vous dire, Olivier d'Artigol, c'est que les arguments de Patrick Cohen ne sont pas bons, puisque ce n'est pas dans l'article 8. Et il n'arrête pas de citer l'article 8, mais malheureusement, il n'a pas bien regardé l'article 8, que, comme nous l'a dit Gauthier Lebray, ça n'est pas spécifié. Et donc, c'est le titre, puisqu'ils se sont arrêtés sur le titre. Donc, en fait, l'article 8 ne correspond pas au fait qu'ils aient enlevé la promotion de Jordan Bardella. Le RN aura gain de cause sur le recours. Oui, non, mais c'est pas ça que je vous dis. C'est ça. Mais on ne parle pas. Là, on parle pas de ça. On parle de Patrick Cohen qui aurait dû peut-être, être un petit peu moins véhément envers Éric Ciotti et aussi ne pas citer l'article 8 à tout va, alors que l'article 8 lui donne tort. Après, Cyril, être un peu véhément, bon... Non, mais arrêtez, arrêtez. Ah, non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je parle comme ça à Éric Ciotti. Vous allez voir. Ça va faire le tour partout. Ils vont dire, vous avez vu des signalements. Bien sûr. C'est sûr. Arrêtez. Il y a 2 poids 2 mesures. Arrêtez. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, ça m'a pas choqué. Si, moi, ça m'a choqué. On va demander aux auditeurs. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs. Lionel est avec nous. Bonjour, Lionel. Bonjour Monsieur Hanouna, comment allez-vous? Très bien Lionel, merci d'être avec nous. Écoutez, je vous adore. Une fois, regardez, là j'ai les frissons là. Merci. Ça me fait plaisir Lionel. Merci Lionel. Et je voulais dire bonjour à Monsieur Gauthier Lebray. Moi aussi Gauthier Lebray. Bonjour monsieur. Exceptionnel Gauthier Lebray. Parce que ça c'est un futur conseiller ministériel ou présidentiel. Il n'y a plus de caméra. Il est au-dessus déjà. Si c'est ça, c'est moi je préfère qu'il reste près de moi, vous savez. Franchement, Lionel, j'espère qu'il va rester près de moi. C'est tout ce que je me souhaite, vous savez. Parce qu'avec tous les guignols qu'on a en ce moment. Oui. Merci. Ça je vous confirme. Surtout parce que je sais que ce monsieur est là. Surtout du Parti communiste et du Parti socialiste et du Parti du Parti LFI. Je ne représente pas le Parti communiste ici, monsieur. C'est une autre vie qui était très intéressante par ailleurs. Mais là, je suis un chroniqueur avec une sensibilité de gauche. Mais c'est bien qu'il y ait toutes des sensibilité sur un plateau, non? Ouais, mais enfin, disons, pour dire des conneries. Oui, aussi, oui. Je sens que Lionel est remonté, j'aime bien. Lionel, non, mais c'est pas ça, mais ça discute et ça représente combien en pourcentage? Le communisme. Le communisme, même votre patron, il n'a même pas été réélu. Oui, c'est pas mon patron, monsieur. C'est pas mon patron, d'accord? J'ai pas de patron. D'accord. Oui, mais je veux dire, donc on peut se parler correctement d'ailleurs. Des gens comme Monsieur Cohen aussi, comme Monsieur Cohen qu'on en parle justement, il parle comme ça, Monsieur Ciotti. C'est un manque de respect à quelqu'un qui est en fonction. Lionel. Moi, j'aurais été Monsieur Ciotti, je serais parti. Lionel, si j'avais fait ça, moi, je vous dis que ça aurait fait un tollé, croyez-moi.
Mais je vous le dis. Mais comment ça se fait que vous laissez faire? Vous ne foutez pas des avocats au cul à l'ARCOM et tout ça? Mais comment ça se fait que vous ne laissez pas? Vous ne laissez pas, mais je ne sais pas, moi, c'est quoi? C'est de la... je sais pas, il y a peut-être quelqu'un, une fille là-bas qui est amoureuse de vous, que vous avez refusé. Je ne sais pas, mais je veux dire... Je ne sais pas, mais je ne comprends pas ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Intolérable comment on a parlé à M. Ciotti. Moi, c'est le deux poids, deux mesures qui me dérange. C'est le deux poids, deux mesures qui me dérange. Bien sûr, mais bien sûr, tout à fait. Voilà. Mais je veux dire, voilà, je trouve ça lamentable. Et par contre, je voulais signaler simplement votre copain, celui qui partait au Maroc. Bellatar. Franchement, j'ai pas d'admiration pour ce monsieur, mais là, il était fort. Quoi? Pour moi, il y a eu beaucoup. Ah bah écoutez, c'est normal. On le connaît pas. C'est vous qui le faites connaître. Non, si, Non, c'est vrai, il a raison. Mais alors, attendez, je vais répondre à Gauthier Lebray. Parce qu'il comprend. Olivier d'Artigol ne comprend pas ce que c'est être connu. Il comprend pas ce que c'est être connu, Olivier d'Artigol. Sachez-le, Yacine Bellatar, vous ne vous rendez même pas compte. Il n'est pas connu, Yacine Bellatar. Populaire, d'accord. Mais il dit pas de bêtises. Jean-Pierre Foucault est connu. Oui, Yacine Bellatar n'est pas connu. Sur ce critère, oui. Voilà. Je pense que monsieur le Cornu connaît monsieur Bellatar. Non, mais c'est pas ça qu'on dit. C'est que Lionel a raison. Il a été... On a mis quand même comprenez, Cyril, que je suis lent de cerveau, donc il faut que je... On a mis un coup de projecteur sur Yacine Bellatar parce qu'il était aussi chroniqueur chez moi. Je suis assez d'accord avec Lionel là-dessus. Oui, Lionel. Et alors, donc, votre copain, enfin, je sais pas si c'est votre copain ou votre ancien copain, mais je veux dire, il était fort. À mon avis, il a dû faire un pari avec des potes, c'est pas possible. Il a dit, je suis sûr et certain que Macron va m'inviter, je vais être avec des ministres, et en jogging. Pour emmerder, je vais en jogging. Le mec, il a fait fort. Franchement, il a fait fort. Moi, j'ai de l'admiration pour ça. Franchement, il a fait fort. Il n'y a pas de quoi. Je veux dire, il a fait fort. Franchement, le gars, il a dû faire un pari avec ses copains. Et il a dit, vous avez vu, on parle que de moi. Donc voilà, et c'est ce qu'il voulait à mon avis, c'est tout. Je veux dire, mais c'est même pas à lui que j'en veux. Franchement, c'est pas à lui. Vous êtes un peu comme moi là-dessus. Ouais, je suis même pas lui. À monsieur Macron, Attal. J'ai parlé comme monsieur Ardisson, j'ai du mépris pour ces gens-là. Mais le plus grand mépris que j'ai, c'est sur ceux qui ont voté pour ces gens-là. Voilà. Pour moi, je les méprise. Mais vraiment. Pour moi, jamais les électeurs, oui, c'est vrai. Oui, Gauthier, après, Lionel, il y a des gens qui votent pour un tel ou un tel. On peut pas se mettre à la place des gens qui ont parfois des difficultés. Voilà, on connaît pas leur quotidien et peut-être que voilà. On l'a eu une fois, on a eu les gilets jaunes. Les gens, ils ont pas encore compris. On le réélit une deuxième fois. C'est la démocratie. Pourquoi? Parce que son électorat, c'est quoi? Et soi-disant, son électorat, c'est des gens âgés. Soi-disant. C'est vrai, non, c'est pas soi-disant. La principale caractéristique des électeurs macronistes, c'est les retraités. Et c'est ça qui se mobilise le plus. Ils ont peur de Marine Le Pen, ils croient qu'encore que les Allemands, ils vont revenir. Donc voilà, on voit le degré d'intelligence qu'ils ont, ces gens-là. Voilà, mais je les méprise, ces gens-là. Je les méprise, mais un point. Alors, Gauthier, ça, il ne faut pas ça, mon frère. Il ne faut pas ça, mon Lionel. Non, mais en plus, on en connaît tous. Enfin, je veux dire, les électeurs, ils sont autour de nous, dans les familles, ça se déchire, tout le monde ne pense pas pareil, Dieu merci. Vous ne voudriez pas qu'on vous méprise, vous, pour... je ne sais pas pour qui vous avez voté, peu importe, mais vous ne voudriez pas que quelqu'un d'un autre camp politique vienne dire que je méprise. Si vous faut un peu de tolérance, c'est de la démocratie. Oui. Mais madame, si je sais que j'ai élu une personne, enfin bref, mais je veux dire, mais je comprendrais qu'on me mépriserait parce que c'est à cause de moi qu'on est dans cette situation-là. Chacun vote en fonction de sa réalité, de son histoire, et de ses préoccupations. On ne peut pas se mettre à la place de tous les gens. Mais en tout cas, Lionel, merci d'avoir été avec nous et vous avez un avis bien tranché en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous, Lionel. Merci d'avoir été avec nous. On a François qui est avec nous en ligne de La Ciotat. Bonsoir François. Bonjour François plutôt. Bonsoir parce qu'avec l'heure d'hiver maintenant il fait nuit de plus en plus tôt. Donc on peut dire bonsoir à 16h48. C'est sûr. Oui, on peut dire bonsoir. Merci François d'être avec nous. Oui, François, qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Moi, j'ai trouvé très significatif et très édifiant de cette petite bourgeoisie hors sol parisienne. Ouais. Voilà. Moi, j'ai habité Paris 28 ans. Bravo j'ai François. Paris 28 ans. Et puis, ce mépris. Ouais. On retrouve chez Ardisson aussi. Exactement. C'est une petite microculture parisienne. Bobo a fait un culte, mais qui récite un catéchisme politiquement correct. Et il y a un mépris chez eux social, mais qui est vraiment... Ils sont toujours entre eux, à vivre entre eux, à parler entre eux. Et vous, notamment, M. Hanouna, moi, j'aimais pas vos émissions. Merci François. J'ai changé d'opinion. Merci. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Merci.
Et je pense que le procès qu'on vous fait, c'est un procès de type social. Vous représentez les beaufs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous représentez les beaufs, vous présentez le français franchouillard, comme dirait Bernard-Henri Lévy, qui comprend rien, qui est attaché à ses racines, enfin, et puis surtout qui n'a pas compris la quintessence du boboïsme, vous voyez. Oui. Et monsieur Olivier Artigol, c'est ça? Oui, c'est ça. Monsieur. Oui. C'est mon nom. Vous êtes vraiment, vous êtes de gauche, ce que je respecte, j'ai déjà voté à gauche, bien sûr. Mais vous représentez une gauche qui est encore une gauche d'avant. Oui. C'est-à-dire, c'est pas la gauche boboisée, voilà. c'est cette gauche qui... Oui, mais moi j'aime beaucoup aussi. Moi aussi, c'est vrai. De toute façon, il y a pas mal de gens... Et moi, ce que je voulais vous dire, merci à vous, monsieur Hanouna, et je regrette de vous avoir un petit peu détesté au début, parce que je trouvais que c'était un peu trop, quand vous étiez à la télé, que c'était un petit peu trop, entre guillemets, brutal comme émission. Bien sûr. Moi, je méprise personne, et je trouve que vous avez aussi évolué, vous avez su vous entourer de gens compétents, et surtout respectueux les uns des autres. Merci. Et je voulais juste vous demander simplement de continuer à représenter les différentes opinions politiques, donc garder des gens de gauche, de droite. Exactement. Mais ne devenez pas snob, c'est tout ce que je vous demande. Ah bah ça risque pas d'arriver. Et comme je vous disais, vous parliez d'Olivier d'Artigol. Il y a un instant, je suis tellement d'accord avec vous. Olivier d'Artigol, pour moi, il représente la gauche pour qui on peut encore voter. Parce qu'il y a toute une gauche pour laquelle malheureusement, pour moi, ils se sont disqualifiés. Donc voilà. Et donc ça fait du bien aussi d'entendre des gens comme Olivier d'Artigol. Et le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins à gauche et que on aimerait bien qu'il y en ait plus. Hein, voilà, je vous le dis, des gens comme vous parlez des ours d'un Pyrénées. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un point d'extinction, oui. François, c'est vrai que c'est un peu les ours dans les Pyrénées, on est d'accord, François? Ben oui, il en reste. Oui, mais enfin, c'est les il y a des Slovènes. gens comme Paul Melun aussi, il y a des gens, si vous voulez, il y a une gauche qui s'est occupée des classes sociales, qui a gardé une analyse de lutte des classes, et qui s'intéresse aux pauvres, et qui les méprise pas. Vous voyez? Mais je suis d'accord. Et moi, cette gauche est en train de disparaître. Elle a été poussée par la boboisation. Ça fait beaucoup de peine de voir cette gauche disparaître, François. Vraiment. Voilà. Merci en tout cas, François, d'avoir été. Voilà, je n'ai pas écouté l'antenne tout le temps. Et merci de votre émission. Merci. Vous nous rappelez quand vous voulez. 16h, 18h. On est là, on est sur Europe. Merci beaucoup, François. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. On a Mathieu qui est avec nous. Mathieu en ligne du Rhône-Alpes. Il a 24 ans, Mathieu. Bonjour. Mathieu. Apparemment, Bonjour. Bonjour, Mathieu. Mathieu est là, plus là, c'est pas grave, on va l'avoir dans un instant. Gauthier Lebray, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais moi je suis. Voilà, j'étais pas d'accord avec l'auditeur qu'on a eu à l'instant parce que faut jamais critiquer les électeurs. L'auditeur d'avant, pas François. Oui, précédent. Il faut jamais voter. Les gens ont toujours des raisons de voter particulières. Et je suis d'accord sur ce qu'on disait avec Olivier. Il est représentant d'une gauche républicaine qui n'a pas peur de parler des sujets d'immigration et d'insécurité, qui est une gauche qui pense aux classes ouvrières. Parce que malheureusement, la France insoumise ne parle plus aux classes ouvrières. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit publiquement. Enfin, il l'a dit dans une manifestation. Il ne pensait pas. Voilà, il ne pensait pas être filmé, ne perdez pas votre temps. Ce qui nous intéresse, c'est les quartiers et les jeunes. Donc, il est dans la lignée des Fabien Roussel, des François Ruffin, qui veulent réconcilier les tours et les bourgs. Je trouve cette formule très belle de François Ruffin. Donc, il y a plein de valeurs que je partage avec l'ami d'Artigol. Il nous reste une minute, on a Rodolphe en ligne sur ce sujet. Il était bien, là, Gauthier. Rodolphe est avec nous en ligne sur ce sujet. Bonjour Rodolphe, 37 ans du Morbihan. Bonjour Rodolphe. Ouais, bonjour. Merci Rodolphe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette passe d'armes entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Ce que je pense, c'est qu'on est habitué avec M. Cohen, avec sa véhémence en permanence envers les gens qui pensent pas comme lui. Et moi, c'est comme beaucoup, c'est que je recherche éperdument les vrais socialistes. Il y en a plus. Voilà. Il n'y en a presque plus. Oui. Voilà, on n'arrête plus à débattre en fait. C'est pas parce qu'on vote RN, c'est pas parce qu'on vote Reconquête, c'est pas parce qu'on vote différent de la gauche qu'on est des pestiférés, qu'on est des fascistes, des machins. Moi, j'ai ma femme, elle est d'origine étrangère, j'ai des enfants métis, et pourtant je vote RN. Et alors? Mais est-ce que ça veut dire que je déteste tout le monde? Mais pas du tout. Je veux juste retrouver un peu certaines valeurs dans mon pays. Et Monsieur Cohen, il représente tout le contraire de ce qu'on recherche et ce qu'on attend en fait d'un journaliste. Restez avec nous, on va vous reprendre dans un instant, Rodolphe, en ligne sur Europe 1. On parle de ça et on va parler de la police qui manque de moyens, la clochardisation de la police. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h03 bientôt sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y a pas mal de gens qui nous appellent au sujet de la passe d'armes entre Patrick Cohen et Éric Ciotti. On va y revenir dans quelques secondes. Et puis on va parler des chiffres alarmants de la délinquance. Hausse des tentatives de meurtre et des vols avec armes. Et la clochardisation de la police qui manque de moyens.
Hier, Bruno Retailleau a dévoilé les chiffres de la délinquance sur le premier semestre de l'année. Plus 11% de tentatives de meurtre, c'est énorme. Hein. Plus 7% de violences sexuelles et plus 6% de vols avec armes. C'est quand même extrêmement alarmant tout ça. Et le pire dans tout ça, c'est que la police a de moins en moins de moyens financiers. Sur son compte X, le journaliste Amaury Bucco, l'excellent Amaury Bucco d'ailleurs, qui est avec moi ce soir à la télé, dénonce une clochardisation des forces de l'ordre. À Lyon, les policiers ont reçu la consigne de limiter au maximum la poursuite des auteurs de refus d'obtempérer, rappel de la fameuse note 89, pour la raison suivante, la direction locale n'aurait plus les moyens d'entretenir le parc automobile, indique une source policière. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Il y a avec nous Olivier d'Artigol, Fabien Lecoeuvre, magnifique. Il y a bien entendu Gauthier Lebray, exceptionnel, et Valérie Benaïm. Elle est magnifique. Non, elle est juste magique. Merci. Juste avant qu'on parle de tout ça, avant qu'on parle d'Éric Ciotti et de Patrick Cohen, parce qu'on a encore 2 auditeurs qui voulaient réagir, on fera juste après vous, Fabien Lecoeuvre, avec vos quelques infos people, comme ça après. Aucun problème. Voilà, vous pourrez bien sûr commander votre Uber. Il est déjà là. Votre taxi, merci. Rodolphe, qui est avec nous il y a un instant, voulait rajouter quelque chose. Rodolphe du Morbihan, et il nous parlait de Patrick Cohen et de Éric Ciotti avec cette passe d'armes sur France 5. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, Cyril, déjà, je vous remercie de me donner la parole et de donner la parole aux Français. Avec plaisir. C'est épuisant, j'ai un ras-le-bol de ces journalistes à la télé qui nous pourrissent la vie à dire n'importe quoi, et surtout, alors sur le coup de l'article 8, il a raison, mais le problème, non, il n'a pas raison. Vous savez que même pas Rodolphe. Même pas, mais surtout, c'est que quand on voit le communiqué de la SNCF qui dit qu'au nom de la neutralité, mais non, en fait, c'est pas au nom de la neutralité, puisque d'autres précédemment ont eu des publications, même si c'était hors activité, etc. Mais bon, c'est insupportable, en fait, ce type, cet individu, ce monsieur, je sais pas comment on pourrait dire, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se retenir, de pas être véhément comme il l'est lui avec les autres. Mais il est insupportable. C'est pas du journalisme qu'il fait. On voit bien qu'il est encarté, on voit bien que c'est du militantisme. C'est insupportable. Je vais vous dire, pour eux et pour l'intelligentsia, eux, ils sont dans le camp du bien. Sachez-le, Rodolphe, ils sont dans le camp du bien, et un Gauthier Lebray, par exemple, est dans le camp du mal. On va pas se mentir, hein, Gauthier, alors que ça bouge de plus en plus, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Si on part du principe que c'est l'intelligentsia, comme vous dites, qui fait la loi, travailler tous les jours comme moi avec Pascal Praud et Cyril Hanouna, et faire des décryptages comme je l'ai fait sur la vie politique, effectivement, ça me mettrait dans le camp du mal. Mais quand on écoute le public, ça vous met dans le camp du bien. C'était ma phrase qui suit. Où sont les téléspectateurs aujourd'hui? Qui fait l'actualité? Où ça se passe à la télé? Et surtout, parce qu'il faut arrêter 2 secondes, que regarde l'intelligentsia qui critique? Et je peux vous dire que le matin, tout le monde, le nombre de politiques, le nombre de confrères qui regardent l'heure des pros le matin, qui vous regardent Cyril. Donc, faut arrêter l'hypocrisie 30 secondes. Tout le monde regarde Cyril et Pascal. Donc voilà, j'ai la chance d'y être. Oui, Rodolphe. Ouais, juste une dernière chose. Je sais qu'après, tu vas parler du sujet de la police. Bon, j'ai fait 7 ans de police sur Paris. J'en suis parti. Ah oui. Voilà, donc je pourrais t'en raconter des anecdotes, avec plaisir, de moyens. Je peux te donner un paquet de détails. Les gens s'imaginent même pas. Ils sont à des années-lumière de ce qui se passe dans la police, et le manque de moyens qui est mais affolant, en fait. En fait, aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai encore plein de potes qui sont dedans. Ils peuvent pas témoigner parce qu'ils sont encore en activité. Ils ont l'obligation de réserve. Mais je peux te dire, je pourrais te donner un tas de détails hors antenne, ou quand tu veux, tu peux me rappeler, ou tes équipes me rappellent. Avec plaisir, Rodolphe. Vous pouvez rester avec nous. Les gens sont même pas au bout de leur surprise. C'est un truc de dingue. Vous pouvez rester avec nous maintenant, hein, Rodolphe. On peut en parler maintenant. Avec plaisir. Hein, vous savez, nous on a toujours le temps pour ça. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. Mais avec plaisir, Rodolphe. Parce que je vais vous dire, c'est pour ça qu'à chaque fois, Rodolphe, vous savez, je dis un truc et après on me tombe dessus. Quand je dis on donne des milliards ici, des milliards là, des milliards partout. Déjà, si on donnait 1 milliard à la police, je pense que ça changerait quand même un peu. Voilà, ce serait déjà pas mal. Mais Cyril, si tu savais les primes que les commissaires, parce qu'il y a 3 corps dans la police. Il y a le corps d'encadrement d'application, il y a le corps de commandement, et il y a le corps de conception et de direction. Bon, le corps de la direction, c'est le corps qui coûte le plus cher. Alors c'est des hauts fonctionnaires, pas de problème, etc. Mais sauf que c'est pas eux qui sont sur le terrain. Moi, j'avais un commissaire, pour te dire, j'étais dans le 19e arrondissement pendant quelques années. Il y a une année, il a touché 40 000 euros de primes. Aucune prime n'était versée aux effectifs. Pourquoi? Pour objectifs atteints. Mais c'est quoi les objectifs?
Parce que quand on voit, quand on roule avec des voitures qui ont 200 000 km au compteur, qu'il y a des embrayages qui pètent, quand on dépose une voiture au garage pour changer une ampoule et qu'il reste un mois pour changer une ampoule parce qu'on nous dit mais il faut commander l'ampoule, après il faut la caser au planning, etc. Mais pendant ce temps-là, t'as pas de voiture pour circuler, pour patrouiller ou pour porter assistance à des gens, tu pètes les plombs. Quand t'as des radios qui tombent en panne avec écrit anomalie 10, parce que derrière tu te dis mais pourquoi? Parce qu'elles sont jamais mises à jour, parce qu'elles sont jamais entretenues, parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà. Si tu veux, j'ai des exemples à l'appel. C'est un truc de dingue. C'est comme la tenue, la vestimentaire. Il y a des comptes à points. Bon, en fait, tu passes ton temps à acheter du matos avec les comptes à points parce que le matos, il est de mauvaise qualité. Parce qu'on tire toujours les prix vers le bas. Bien sûr. Mais on tire les prix vers le bas pour les effectifs donc ils sont en bas. Par contre, là-haut, dans les ministères, là-haut, au plus haut de l'État, ils se gavent, mais comme des cochons. Et ils dépensent n'importe comment. Incroyable. Voilà. Mais si tu veux, il y a plein de choses comme ça. Tu vois, dans les commissariats. Alors, quand tu as un ministre qui vient dans un commissariat, on nettoie tout. Hein. Bien sûr. Ça sent bon, bien sûr. C'est comme pendant les JO, comme pendant les JO à Paris, on a tout nettoyé. Mais moi, je me rappelle à l'époque, c'est Manuel Valls qui était sur le 19e, tous les gars comme moi, tous les policiers comme moi, qu'à l'époque, on nous a interdit de venir ce jour-là parce qu'on savait très bien, tout le monde savait qu'on allait parler, qu'on allait dire les choses. Ah oui. Et on nous met, et voilà. Mais pourquoi tu crois que je suis parti? Je suis parti parce que j'en avais ras-le-bol. Ras-le-bol de voir des collègues qui se mettent des balles dans la tête, parce que j'en ai connu 3. Ras-le-bol d'avoir une pression hiérarchique qui te met la misère et qui te méprise. Ras-le-bol que les gens ne te comprennent pas. Alors, les gens, ils peuvent pas tout savoir. Mais tu vois, je veux dire, je pourrais t'en raconter plein, même à tes équipes, à Valérie, à Gauthier ou à Maury, parce qu'il a enquêté là-dessus. Mais les syndicats, ils donnent un son de cloche. Mais les syndicats, faut qu'ils arrêtent un moment. Ah, bien sûr. Parce que quand ils vont discuter autour de la table à Beauvau avec les ministres intérieurs, ils prennent le café, les croissants, et puis ça négocie ce que ça négocie, puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pendant un an. Et on rendez-vous l'année prochaine pour le même combat, le même tarif. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent une police républicaine. Mais pour avoir une police républicaine, il faut avoir une police qui a les moyens d'être bien sûr. républicaine. Il faut des moyens. Le problème, c'est qu'il faut des moyens. On leur a demandé de faire plus de 150 millions d'économies depuis avril dernier. Oui. Et là, par exemple, mais d'un autre côté, on donne des milliards un peu partout. Donc ça, là, par exemple, les policiers, on leur dit de faire attention à leur voiture, parce que si elle tombe en panne ou si elle est irréparable, elle risque de ne pas être remplacée avant 2026. Non, mais c'est incroyable. Il y a des chiffres qui confirment ce que nous dit notre auditeur, c'est que c'est un chiffre totalement inédit et spectaculaire. En 2023, il y a eu 25 000 démissions si on additionne policiers et gendarmes. Ouais. C'est totalement inédit. Jamais il y a eu un tel taux de démission. C'est surtout très inquiétant. Merci Rodolphe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous Rodolphe. Vous nous rappelez quand vous voulez, 16h, 18h. Allez, on se retrouve dans un instant. Et c'est vrai qu'on va parler de ça. Et je suis désolé. Moi, les mecs, quand tu vois qu'on donne des milliards partout, pour moi, les priorités, le problème, c'est qu'il y a un problème de priorité pour moi. Et c'est l'énorme problème qu'on a en ce moment. Et je vais en parler avec Valérie Benaïm et Olivier D'Artigol, parce que les deux autres comprennent très bien. A tout de suite sur Europe 1. 16h, 17h12 sur Europe 1. On est bien entendu en direct avec toute l'équipe. Gauthier Lebray. Oui, Cyril. Quel bonheur. Franchement, mais quel bonheur pour les yeux, quel bonheur pour les oreilles, quel bonheur pour la France. Merci. Valérie Benaïm est là, merci. Olivier D'Artigol est là. Une sécession ne et Fabien Lecoeuvre est là. Merci. Présent. Lecoeuvre, je l'ai vu. Comment va la piqûre d'araignée d'ailleurs? Ça y est. Je suis à la pommade. C'est vrai qu'il s'est fait piquer par une araignée. Alors vous allez rire. Vous allez rire, mais j'ai été piqué moi aussi par une araignée au poignet. Où ça? Elle a visé le poignet. Au poignet. Cette nuit, ce matin, c'est une pommade antibiotique, en fait, tout simplement, et ça part un peu. Bon. Oui, c'était encore un peu marqué sous l'œil, ouais, mais bon. C'est ça. Bon, écoutez, méfiez-vous des araignées folk à Paris. Elles ont des très longues pattes. Ah bon? Elles chantent du folk. Non, c'est folk, c'est P-H-O-L-Q-E. Je précise. Sur Europe 2. Folk rock. Alors, oui, Fabien Lecoeuvre, vous voulez des infos. 3 petites infos comme ça. Infos pour faire plaisir à Gauthier Lebray. Et oui, voilà. Puisque Philippe Catherine, ce qu'il rassure en ce moment, il s'est exprimé récemment, c'est que Elon Musk, Donald Trump, Erdogan et Marion Maréchal n'ont pas du tout aimé la cérémonie d'ouverture des JO. Et c'est un vrai soulagement pour lui, parce que le contraire, il se serait immolé par le feu. Il a dit ça? Eh oui. Vous imaginez? En fait, Erdogan, ça va, oui. Alors, Elon Musk, bien sûr, qui n'a pas aimé du tout la cérémonie. Donald Trump, j'adore Elon Musk. Erdogan et Marion Maréchal. Il a dit, mais je suis satisfait que c'est un soulagement pour moi qu'ils n'aient pas aimé. Je suis fan d'Elon Musk. Ouais, moi j'aime bien en plus Philippe Catherine dans le grand bain de Lelouch, mais tout nu, bleu, j'ai pas adoré. Voilà. Bon, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, moi. Franchement, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, moi. C'était le tableau de la scène. Ah ouais, moi aussi. Non, mais ça en faisait partie. Pas la scène, c'était une orgie, c'était.
Exactement. Le trouble m'a également énormément dérangé. Alors Cyril, en ce moment, il y a une île à vendre. Ça, c'est pour vous. Par contre, directement. Une île à vendre. Moi, je peux juste acheter une île flottante. Au resto du coin, là. Alors, parce que Luc Besson, qui avait acheté une île privée de 14 hectares, j'ai vu ça. évidemment aux Bahamas, en 2007, pour 10 millions, il la revend, là, cette année, 69 millions. Quoi? Il a acheté 10 millions d'euros. C'est quoi cette culbute? Parce que dans l'intervalle, il a construit un hôtel de luxe. Il a bâti plus résidence, une hacienda, ainsi qu'une maison style hispanique. Mais il a vendu ou pas? Ah non, il a été à vendre. Alors, elle est au large des Bahamas. Ouais. Donc, il faut peut-être aller la visiter. Non, j'adore Luc, en plus, qui est un pote, mon Luc Besson. Vous n'êtes pas très île? Flottante, si, j'adore. J'adore. Il tourne un nouveau film, là, en plus, sur Dracula. Oui, bien sûr. Draculus, ça s'appelle. Mais ces derniers films, ça n'a pas fait des recettes. Dogman, mais c'était bien Dogman. Dogman, j'ai adoré. Moi, j'avais bien aimé Dogman. Adoré Dogman, je l'ai vu avec lui. Ah ouais? Je l'ai vu avec lui. Je l'ai vu avec lui. Ça devait pas être dans un cinéma grand public. J'adore Luc Besson. C'est un pote vraiment. Je l'adore. Mais la maison et l'île, non. Non, mais je veux voir si on peut s'arranger. À 150 000, je prends tout de suite avec un petit crédit. Voilà. Un petit crédit, je prends tout de suite. Voilà, exactement. Merci. Et puis en ce moment, c'est le salon du chocolat à Paris. C'est le salon du chocolat à Paris en ce moment. Juste, vous travaillez chez Lind. Le gars, c'est Patrick Chocoletti. Non, mais sans rigoler. Non, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 3 novembre à Paris. Alors, c'est un défilé d'ouverture qui a fait sensation il y a quelques jours, comme chaque année, bien sûr. Et pour l'édition 2024, c'était Miss France 2019, c'est-à-dire Veima Lama Chavez. J'ai bien prononcé son nom. Voilà, elle s'est mise au bodybuilding. Alors, non, elle a pris la pause. Alors, vous savez qu'elle est très musclée maintenant, parce qu'elle s'est mise, bien sûr. Vous écoutez ce que je dis? Oui, bien sûr, le bodybuilding, bien sûr. Donc, elle est arrivée, ils l'ont recouverte de chocolat de la tête aux pieds. Elle est avec une robe, ils vous enduisent de chocolat, il faut rester longtemps sans bouger. Je peux vous dire un truc? Oui. Tu sais ce que je retiens de tout ça? Non. C'est Lille. Pas du tout. C'est que vous avez exactement 3 heures pour bosser pour la télé, là, parce que. Mais 3 heures et demie, parce que vous allez être à 20h45. Mais j'ai bossé cette nuit, ça y est. Ah, d'accord, parce que. Cette nuit, carrément. Si vous arrivez avec ça en télé, je vais vous foutre à la gueule. Ah non, je vais vous raconter ce soir, je vais vous raconter les superstitions des stars et les objets fétiches qu'ils ont sur eux. Pas mal. Vous allez voir ça. On attend avec impatience. Vous avez des trucs super de fétiche, vous, tout le temps? Bien sûr, Gauthier Lebray. Ah, c'est votre petit. Il me met dans sa poche. Je veux qu'il soit tout le temps avec moi. Ah, c'est votre patte de lapin. Je demande pas grand chose, savez-moi. Fut un temps, c'était moi. Tout lasse. Excuse-moi, Valérie, mais tu fais toutes les émissions, toutes les télés, toutes les radios. Tu sais, j'ai l'impression d'être un petit meuble posé là et qu'il ne me regarde plus. Oh là, Benaïm. Vous inquiétez pas, Benaïm, il y a beaucoup d'hommes qui vous regardent. Merci. C'est tout pour aujourd'hui? Je vous en garde pour demain. Non, mais c'était bien. Non, par contre, ce qu'on peut peut-être dire aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour Philippe Bouvard. Vous savez qu'il va pas très bien. Ah bon? Il a 95 ans. Il a pas rendu hier sa chronique. Ça fait 70 ans que tous les matins, tous les mardis matins, il rendait sa chronique. Il l'a pas rendue et on s'inquiète de sa santé. Parce qu'on sait que donc tout est prêt déjà, mais on attend. Voilà, malheureusement. Voilà, écoutez, grand journaliste quand même de l'histoire de la télévision. J'espère que ça va aller en tout cas. J'espère qu'il va. J'espère que c'est rien. J'espère qu'il va pouvoir reprendre ses chroniques. Merci en tout cas. Comme notre ami Eddie Mitchell. Alors Eddie Mitchell, le pauvre, comment il va? Il a des soucis de santé. Ils ont reporté la sortie de son album Amigo, qui devait sortir le 8 novembre. C'est reporté au 29 novembre, donc qui sera montrable entendu à la fin du mois. Voilà. Il a eu des petits soucis de santé. C'est beaucoup plus léger à mon avis que les préoccupations autour de Philippe Bouvard. Alors je vais vous dire, Philippe Bouvard, j'espère qu'il va s'en sortir en tout cas. Voilà. Il a dévoilé plein de talents, Philippe Bouvard. Bien sûr, oui. Mais 95 ans, vous savez, quand on passe la barre des 90 ans, alors que ce soit en ce moment, il y a Charles Dumont, il y a Petula Clark, il y a Lynn Renaud, il y a Nana Mouskouri, tous ces grandes stars en tout cas, généralement, on s'attend à toujours une mauvaise nouvelle. Donc on prépare. Et les journalistes, que ce soit à la télévision ou à la radio, ne soyons pas hypocrites. Vous savez qu'on prépare les nécros, quand on passe la barre à peu près des 75-80, tout est prêt. On attend. Alors on n'a pas la dernière journée, et puis on n'a pas les témoignages une fois que vous êtes disparu. Puis tous pas les publier alors que la personne est toujours en vie. C'est arrivé. C'est arrivé, oui. Bien sûr. Il y a déjà eu des... Jack Lang avait fait son commentaire pour la mort de Pascal Sevran et il est mort que 3 jours plus tard. Mais on avait déjà publié sa réaction. Il a pu la lire d'ailleurs. Pascal Sevran à l'hôpital. Moi sur Internet on a dit que j'étais morte. Quoi, Benaïm? Moi sur Internet on a dit que j'étais morte une fois. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a eu un site qui avait dit que j'étais décédée. Et alors? Il y a eu une grosse rumeur aussi comme quoi Bernard Montiel était mort un jour. Non mais c'est terrible. Alors heureusement j'étais avec ma famille donc tout va bien. Et il était juste coincé dans une cabine à UV. Non mais c'est vrai, il y a vraiment eu. Non mais il y a vraiment eu. Il va vous raconter le Maroc là un peu. Quoi? Bien sûr, il sera à la télé tout à l'heure. On a hâte d'avoir les coulisses. On a hâte d'avoir les coulisses du Maroc. Franchement. On va tout savoir. J'espère qu'il va nous ramener des petits cadeaux de là-bas quand même. Merci Fabien Lecoeuvre.
C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Allez vous reposer. J'en avais assez fait pour aujourd'hui. Les chiffres alarmants de la délinquance, hausse des tentatives de meurtre et des vols avec des vols avec armes, et surtout clochardisation de la police qui manque de moyens. Dites-nous ce que vous en pensez sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Et on a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. On a Antoine qui est avec nous de la Sarthe. Bonjour Antoine. Salut. Merci d'être là Antoine. Vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, tous ceux qui nous écoutent bien entendu sur Europe 1. On a envie d'avoir votre avis. Puisque je te rappelle que j'ai été ton stagiaire et je tiens à saluer Fabien Lequeuf qui a été mon prof au studio École de France. Non, c'est vrai. Je vois que vous êtes toujours une encyclopédie et merci de parler de Claude Moine. Pour ceux qui calment. Michel. J'espère que Claude va bien. Exactement. Mais salut attends, Cyril. Salut Antoine, ça fait plaisir. Je sais, je me rappelle très bien. Je m'en rappelle très bien Antoine, que tu m'avais déjà dit que tu étais à mes côtés. Merci Antoine. Et Fabien Lecoeuf, c'était votre prof Antoine. Ouais, ça a été mon prof. Prof de quoi exactement? Communication, j'enseigne la communication depuis 31 ans. Ah oui. Dans plusieurs lycées, fac de droit de Lille. Il y avait une estrade. Tu étais notre prof au Studec. Absolument, c'était au Studec. Prof d'escroquerie. Il y avait une estrade quand même. Exactement, c'était une escroquerie le Studec en 2002. Non mais juste Antoine, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y avait une estrade, parce que quand même compliqué. Quand on est à 10 mètres. J'étais au fond de la classe à côté du radio. On le voyait quand même, parce qu'il y en avait qui voyaient juste un point bleu. Ouais. Tu me passionnais parce que tu es une encyclopédie musicale et du showbiz et de l'histoire de beaucoup de gens. Merci. Merci Fabien. Non mais c'est bien. Est-ce que c'était l'année où tu étais avec Michael Youn, qui était un de mes élèves aussi? Exactement. Ah oui, je me souviens, il a fait qu'un an par contre, Michael, parce qu'il a tout de suite été engagé en radio immédiatement. Aussi, et toi aussi. Après, j'ai bossé, j'étais DJ au Queen avec Laurent de Gourcuff. Non, c'est une autre ambiance. Hein. Ah ouais, t'as bossé au Queen. J'allais en cours le matin et je sortais de boîte, je prenais une douche, je venais t'écouter et je repartais l'après-midi travailler. Et voilà. Il faut raconter aux auditeurs que le Queen était une grande boîte sur les Champs-Élysées, une grande boîte parisienne. Exactement, ouais, c'est vrai. Exactement. Eh ben merci Salut Antoine. les gars, alors qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Parce qu'on m'a appelé pour me demander de témoigner, j'ai des choses à dire. Donc on marche sur la tête, ça c'est une certitude. Merci. Si je pouvais un jour venir témoigner avec vous, soit en live, soit en live. J'en serais ravi. Soit en live, bien sûr. Avec plaisir Antoine. Sur le plateau. Voilà. Avec plaisir Antoine. Je t'écoute, Cyril. Ah ben non, mais c'est moi qui vous écoute. C'est moi qui vous écoute, Antoine. C'est moi qui vous écoute, Antoine. Oui, tes équipes m'ont appelé, vos équipes m'ont appelé cet après-midi, et je les en remercie pour témoigner. Je suis un citoyen, chef d'entreprise, père de 3 enfants, patron de 20 personnes, et je constate la dérive malheureuse de notre pays et de ce que nos politiques, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, malheureusement ont fait, malgré les harkis, malgré ce que nos grands-parents, ou vos parents, Cyril notamment, ont fait pour construire la France et reconstruire la France après la guerre. Et je suis alarmiste de ce qu'il se passe, sans compter les charges que sont l'entrepreneuriat, et c'est pas toi que je vais le dire, sans compter l'insécurité permanente, sans compter le boboïsme, le wokisme permanent, ou la presse. Et ce qu'on m'a appris d'ailleurs, Fabien et toi, Cyril, c'est qu'à l'époque, Jackie, Europe 1, parlons-en, nous disait de lire Aujourd'hui en France, ou le Parisien, qui est le canard le plus distribué et qui passe de main en main, que tous les médias aujourd'hui se repassent, et tous les sujets, et je le dis à tous les auditeurs, lisez Aujourd'hui en France à 7h du matin le matin, regardez, écoutez les médias, que ce qu'ils soient de gauche, de droite, centriste, que vous voulez, tout est la même chose, tout le monde traite les mêmes sujets. La réalité, c'est qu'à part vous, il n'y a pas grand monde qui fait ressortir des vrais putains de sujets de territoire. Et moi, je suis un techno, on est toujours le techno de quelqu'un d'autre. Et je pense que la réalité, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Hidalgo et les vélos. Et en fait, on ne parle que de cela. Et ce que j'ai dit à votre collaboratrice, et je parle à tout le monde, je parle pas à celle, je parle à toute la régie, je parle à Pascal Pro, que j'écoute beaucoup, où tout le monde le prend pour un con parce que c'est un chroniqueur sportif. Il est loin d'être con, Pascal. Est un érudit de dingue, a une culture de dingue. Exactement. Et intellectuel, littéraire, musical,
de fou, mais tout le monde le prend pour un con parce que c'est. Et moi, je suis pas un fan de foot, loin de là, parce que pour moi, c'est une caste qui abrutit les gens, mais c'est un sport fabuleux. La réalité veut qu'aujourd'hui, les médias de masse, Monsieur Bolloré, pour moi, a raison, étant breton, ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même. On a enfin de nouveau le droit d'ouvrir notre gueule dans ce pays, puisque je rappelle que c'est le pays de... Antoine, on va vous reprendre dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on vous reprend, et puis on a plein d'autres auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21, et on va voir l'avis d'Antoine dans un instant. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ah là là, j'adore quand même faire des petites frayeurs à Gauthier Lebray. Il y a eu Jules Torres cette semaine, Mickaël Dorian. Je suis proche de l'infarctus. Mais non, mais c'est pour que tu restes sur le qui-vive comme ça, tu vois. Je peux apprécier d'autres personnes. Bien sûr. Ça se discute. C'est pas parce qu'on aime une voiture qu'on conduit pas les autres. Il n'y a pas d'exclusivité entre vous. Puis il y a de la place dans son cœur. Si, il y a une exclusivité. Vous êtes. Alors, j'accepte. Vous avez quand même deux. Vous avez Pascal Praud et moi. Oui, c'est vrai. Franchement, vous avez de la chance. Beaucoup de chance. Je suis dans les deux émissions où ça se passe. Aujourd'hui, je dis la vérité, vous avez de la chance. Oui, j'ai beaucoup de chance. Franchement, vous partagez entre Pascal Praud, que j'adore. En plus, vous êtes différents et vous avez des points communs. Oui, exactement. Pour ça qu'on s'adore, Pascal et moi. C'est vrai. Je l'embrasse d'ailleurs, mon Pascal. Et Mickaël Dorian, voilà. J'ai eu un crush. J'ai eu un crush. J'ai eu un crush Ne vous justifiez pas, vous avez le droit. Un crush professionnel sur quelqu'un. Oui. C'est tout. Les crushs, contrairement au coup de foot, ça dure pas. Il est mauvais. Qui est mauvais? Il est mauvais. Merci, Mickaël. En tout cas, c'était un bonheur. Et toujours souriant. Toujours, on est heureux de le voir, Mickaël Dorian. Merci. On parlait de. On parlait du manque de moyens de la police, la clochardisation de la police, comme on dit. C'est mon ami et excellent journaliste qui est dans Touche pas à mon poste, Amaury Bucco, qui a pointé ça hier sur son compte X. Et c'est vrai qu'il y a quand même des énormes problèmes. Alors on a pas mal d'auditeurs qui nous appellent. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On était avec Antoine il y a un instant, entrepreneur, et qui a eu la chance d'être l'élève de Fabien Lecoeuvre. C'est pour ça qu'il s'exprime aussi bien, qu'il est aussi incroyable. Antoine, merci d'être avec nous. Vous vouliez rajouter quelque chose, Antoine? Je suis là, Cyril. Salut. De nouveau. Non, je suis totalement pas en révolte, parce que c'est pas bien la révolte, c'est la guerre la révolte. Mais il y a une réalité, c'est que personne ne se préoccupe des territoires, à part vous, où en fait on ne parle pas de la France qui est la France, l'ouvrier qui se lève le matin, qui fait 40 bornes pour emmener ses enfants à l'école, où il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de santé, il n'y a plus de moyens pour la police, il n'y a plus de moyens pour nos infirmières, pour nos médecins, il n'y a plus de médecins dans les campagnes. Et ça habitant en province, étant fier de l'être, et habitant à la campagne, et ça m'inquiète parce que les médias de masse, je le répète, et je vous parle de M. Bolloré, et vous avez raison d'essayer de remettre ça en place. En fait, on ne parle que de Paris, mais on ne parle pas de la France. Et la France, c'est pas Paris. Voilà. Non mais c'est sûr. C'est pour ça. Antoine, je voudrais parler un petit truc quand même sur Europe 1. On est en direct, il est 17h35. Parce que quand je parlais du Maroc et de la visite officielle au Maroc, bien sûr, c'est génial s'il y a des contrats à 10 milliards, etc., qui ont été signés. Mais les contrats seraient signés quoi qu'il arrive. Et ce que je disais, oui, c'est ce qui a toujours été fait dans les voyages officiels. Mais aujourd'hui, on est dans une autre époque. Et aujourd'hui, les Français se serrent tellement la ceinture, on leur demande tellement d'efforts. Et ils voient tellement qu'il y a des problèmes dans énormément de domaines qui sont leur quotidien. Dans leur quotidien, ils se disent, on n'a pas envie de voir un tapis rouge avec des people au Maroc s'éclater pendant que nous, on galère. C'est tout, c'est ça. En fait, c'est juste le symbole qui ne passe plus. On est d'accord, Olivier Lartigot? C'est ça, en fait. C'était juste ça, moi, que je dénonçais. Oui. C'est qu'on fasse un voyage officiel au Maroc et que les relations avec le Maroc se réchauffent, c'est génial. Que Bruno Retailleau puisse travailler sur l'affaire des OQTF et qu'on puisse travailler avec le Maroc main dans la main sur les OQTF marocains, ça c'est génial. Mais le symbole de 50 people qui sont là-bas sur le tapis rouge pendant que les Français disent nous on galère. Tout en disant au peuple, vous allez devoir faire des efforts dans la période qui vient. C'est ça, ça met les gens dans C'est le seul truc qui me dérangeait, moi, Olivier D'Artigol. Oui, je sais. En fait, et je pense que c'est ce qui dérange les Français. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Bruno Retailleau, à l'époque, était totalement contre Emmanuel Macron, a craché dans sa bassine pendant des années. À partir de quel moment ce mec
Voilà ce que je dis. Non, mais il y a un moment, ils pensent qu'à leur gueule. Non. Alors, il y a Gauthier qui n'est pas d'accord avec vous, Laurent. Non, il n'est pas devenu macroniste, Bruno Retailleau. Je vous rappelle que le locataire de Matignon s'appelle Michel Barnier et qu'il est LR. Vous avez l'impression qu'il fait du en même temps au ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau, il ne fait pas du tout du en même temps. Il incarne une ligne assez dure de fermeté dans la parole et il va essayer dans les actes. Donc, il n'a pas varié de ligne. Bruno Retailleau, il est très clair. Il n'est pas différent du président des sénateurs LR ou de ce qu'il a été avant dans d'autres fonctions. Donc, il n'est pas allé à la gamelle comme d'autres. Il a vu que le Premier ministre était à droite et qu'il pouvait tenter de mettre une politique de droite. Je pense qu'il n'y serait pas allé si Emmanuel Macron l'avait appelé directement. Si ça avait été, je ne sais pas, Gabriel Attal, non, il ne serait pas allé. Merci Antoine. Merci Antoine. Eh ben Antoine, vous venez nous rejoindre quand vous voulez en tout cas et vous allez faire l'émission avec moi bientôt. Merci Antoine, merci d'avoir été avec nous, je vous fais de gros bisous. Tiens, j'ai un ami à moi, un gros monsieur que j'adore, qui m'écrit: j'adore ton équipe magique, exceptionnelle, etc. Tu leur as expliqué que le flatteur vit aux dépens du flatté. C'est pour ça que tu vis beaucoup mieux que Gauthier Lebray. Il met ça avec des smileys, c'est un garçon que j'adore. J'espère que le flatteur vivra un jour comme le flatté. Effectivement, les perspectives sont sublimes. C'est très drôle. Il y a Laurent qui est avec nous sur Europe 1, Laurent policier justement à Bordeaux. Alors ça va être intéressant parce que quand on parle de clochardisation de la police, j'aimerais bien qu'il nous donne des exemples et qu'il nous dise comment ça se passe pour lui au quotidien. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour tout le monde. Et bonjour. Écoutez, ça me fait plaisir de vous parler. Donc, merci. Moi aussi Laurent, moi aussi. C'est vrai, moi aussi. C'est plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de l'augmentation. Oui, et l'augmentation de la délinquance. Bon, ça va un peu de pair avec la clochardisation de la police. Alors je ne vais pas faire toute une dissertation dessus, mais c'est vrai que déjà, les moyens dans la police sont de plus en plus dérisoires. Premièrement, on a du mal déjà à motiver des jeunes pour épouser la fonction. Les salaires ne sont pas forcément très intéressants. Les moyens sont de moins en moins bons. On a dû diminuer déjà les notes dans les recrutements pour avoir des fonctionnaires de police. Donc on se retrouve parfois avec des gens qui n'ont pas des aptitudes physiques, voire qui sont limités dans d'autres domaines et qui épousent la carrière de fonctionnaire de police. Au niveau des moyens, tout à l'heure, je crois que c'est un auditeur, Rodolphe, qui en parlait, des véhicules, un parc automobile catastrophique. L'autre jour, on a bossé, nous on se demandait si on n'allait pas patrouiller avec nos voitures personnelles, quoi. On en était là. Parce qu'on avait sur 10 véhicules, il y en avait 8 qui étaient en panne. Bon. Donc déjà là, c'est problématique. Au niveau de l'équipement personnel, l'auditeur Rodolphe parlait des comptes à points pour pouvoir s'équiper. Actuellement, il faut savoir qu'on a changé de boutique. On était à Vétipol, maintenant c'est une autre officine qui nous fournit en matériel. Et pour l'instant, ils n'ont pas de matériel. C'est-à-dire que vous avez un catalogue qui est vide. Moi, je tourne depuis à peu près 1 an avec une tenue. Oh, c'est incroyable. Voilà, j'ai une tenue. Mais Laurent, moi je pose une question. Quand on réduit les moyens de la police et quand on voit qu'on donne des milliards à droite, à gauche, je suis désolé, moi ça me rend fou, excusez-moi. Hein. Moi, avec 1 milliard, on pourrait renouveler facilement toute la flotte de la police, et largement. Déjà, bah oui. Non mais vous vous rendez compte, Laurent, parce qu'on a l'impression qu'on peut donner des milliards comme ça. Moi, je suis désolé, excusez-moi les mecs, je vais revenir là-dessus. Qu'on aide l'Ukraine, qu'on donne 3 milliards à l'Ukraine. Il n'y a pas de problème. On n'aurait pas pu donner 2 milliards à l'Ukraine et 1 milliard à la police. Excusez-moi. Alors, il faut savoir que là, dans le budget qui est en train d'être débattu, le budget du ministère de l'Intérieur va augmenter. Ah, très bien. Le projet de loi finance pour l'année 2025 respecte donc la trajectoire voulue en 2022 par Emmanuel Macron pour passer d'ici 2027 de 20 à 25 milliards. Donc en 5 ans, une hausse de 5 milliards. Mais le problème qu'on a, c'est que ces hausses budgétaires, on ne les voit pas atterrir sur ceux qui sont sur le terrain. Bravo, c'est pareil pour la justice. Ceux qui sont sur le terrain, c'est pareil pour les hôpitaux. C'est-à-dire les exécutants, on a le sentiment qu'ils sont toujours dans des processus de clochardisation, pour reprendre votre terme. Alors, il faudrait une traçabilité de ces budgets et que ça aille là où il y a une urgence de besoin. Et je voyais un peu sur les réseaux sociaux, ça commence à réagir très fort aux informations d'Amaury Bucco. Éric Ciotti a réagi. Ça réagit aussi du côté du Rassemblement National. Tout le monde alpague Bruno Retailleau et demande des actes pour arrêter cette clochardisation des commissariats. Si vous me dites qu'il y a 5 milliards de plus, ça va passer de 20 à 25 milliards, enfin, ça sera passé d'ici 2027. D'ici 2027.
Et on aimerait bien 5 voir milliards de plus en 5 ans. On aimerait bien voir la police, la gendarmerie dans des véhicules décents. On aimerait bien voir la police, la gendarmerie avec des moyens décents. Aujourd'hui, il y a des trafiquants de drogue dans les cités qui ont plus de moyens au niveau des armes que la police. Est-ce que vous vous rendez compte? À Marseille, c'est le cas. Oui, mais à Marseille, les syndicats de policiers disent ils sont mieux armés que nous, et plus armés que nous. Mais Amaury Bucco, il a partagé un message qui circule chez les policiers de Lyon. Et qui est assez incroyable, écoutez bien. Ça nous apprend que si un policier abîme son véhicule dans une course-poursuite lors d'un refus d'obtempérer, eh ben il sera sanctionné. S'il abîme son véhicule. C'est quand même dingue. Mais c'est fou, mais comment vous voulez qu'ils fassent leur travail? Forcément, ils vont dire laisse tomber, on va pas prendre une sanction, nous. Et vous savez qu'en cas de refus d'obtempérer, ils n'ont pas le droit d'aller tamponner le véhicule, contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni. Exactement. Le texte exact, c'est: nous sommes d'ores et déjà prévenus que les dégradations de véhicules administratifs suite à la prise en compte d'un refus d'obtempérer injustifié, donc il faut qu'ils justifient leur, donneront lieu à la plus grande fermeté et que le niveau des sanctions sera revu d'1 degré. Non, mais ils sont plus fliqués que les délinquants. Laurent, qui est avec nous, qui est policier à Bordeaux. On va continuer le réquisitoire, alors, si vous voulez bien. Bon, alors les locaux, parce que là vous parlez on parle du parc véhicule, automobile. Bon, les locaux, il suffit, vous qui êtes sur Paris, aller faire le tour dans quelques commissariats de quartier. D'arrondissement. Et là, c'est vous avez tout de suite compris. On travaille dans des conditions limite, quoi. C'est très limite. Avec en plus sur le gâteau, vous avez parfois des rythmes, des amplitudes horaires et des rythmes de travail qui sont totalement incohérents. Vous enchaînez les après-midi, les nuits, les matinées. Alors on a le respect maintenant des 11 heures d'interruption de travail, mais il n'empêche que vous pouvez pas laisser en plan une affaire que vous suivez et la refiler au petit copain qui vient vous relever. Donc on se retrouve avec une surcharge de travail et de la fatigue qui s'accumule. Donc ça, c'est au niveau de la police. Mais après, ce qui aussi provoque, à mon humble avis, parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans la police, cette augmentation de la délinquance, c'est l'attitude aussi de la société médiatique qui se mobilise assez facilement pour venir en aide à un voyou que pour sauver la peau d'un policier. Donc c'est sûr que ça nous fait beaucoup de tort. On l'a vu dans l'affaire Naël, mais dans d'autres affaires, je n'ai pas vu grand monde s'offusquer de collègues qui viennent de se faire taper dessus. Il y a beaucoup moins de people, entre guillemets, qui s'offusquent de policiers qui se font taper ou qui malheureusement meurent lors d'interventions que lorsque ce sont des délinquants. Et ça c'est quand même incroyable. Ça aussi. Si vous me permettez... mais je vais vous dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un petit peu, c'est les bien-pensants aussi, parce que forcément, il y en a qui ont peur d'être mal vus, voilà, exactement, de s'offusquer. Oui, mais bon, ces gens-là, vous savez, oui. Cyril, ces gens-là, ils ont, comme je dis, ils ont le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite. Vous inquiétez pas, ils se trompent pas. Ils se trompent pas quand ils vont. Je suis tellement d'accord avec vous, Laurent. Je suis tellement d'accord avec vous. C'est les postures. Bien sûr. Mais je vais vous dire, moi, je le dis comme vous. Et c'est vrai que j'ai pas vu des artistes tweeter lorsqu'il y a des policiers qui malheureusement décèdent lors d'une intervention. Ça, je suis désolé. C'est dramatique. Ils font le procès de la police avant la justice. Exactement. Et parfois, on voit ce qui s'est passé avec l'affaire Traoré. Non-lieu pour les gendarmes. L'affaire Naël, elle n'a pas encore été jugée, mais on voit le policier a été remis en liberté. On voit comme la complexité de l'affaire est nettement plus complexe, c'est le cas de le dire, que ce qu'on nous a dit au départ. Donc, faut attendre avant de faire le procès des gendarmes ou des policiers. Quand il y a une affaire comme celle-ci. Les personnes critiques envers la police ne le sont plus quand ils font appel à la police. Exactement. Et qu'ils peuvent bénéficier de leur... Louis Boyard, qui a été mis sous protection policière à un moment. Exactement, Louis Boyard qui a été mis... Alors vous avez vu que Louis Boyard, d'ailleurs, il appelle au boycott du match du 14 novembre entre la France et Israël. Oui, logique. Ils avaient fait pareil au moment de l'Eurovision. Ils étaient pour qu'Eden Golan ne participe pas. Elle a été pourchassée par des meutes antisémites, disons les choses, qui sont allées devant les portes du concert à Malmö en Suède. Ensuite, ils étaient pour qu'ils ne participent pas aux Jeux Olympiques. C'est Thomas Porte à ce moment-là qui était monté au créneau, qui avait même organisé une manifestation devant les locaux de la délégation israélienne. Et ils se sont offusqués quand il y a eu le premier match France-Israël qui a eu lieu en Hongrie. Et donc là, le nouveau match qui doit avoir lieu au Stade de France, qui ne sera pas à huis clos, il y a eu un doute pendant un moment, mais Laurent Nunez a dit non, on va jouer avec le public dans les tribunes. Donc ça va être, je peux vous dire, un dispositif sécuritaire, mais
XXL. Et, ce qu'il fait là est incendiaire. Ce qu'il fait là est incendiaire. Bien sûr. C'est vraiment incendiaire. L'idée, c'est de fracturer et encore de monter les gens les uns contre les autres et de mettre en danger les athlètes israéliens, les sportifs israéliens et les supporters qui viendront supporter l'équipe. Je rappelle que Belgique-Israël n'a pas pu se tenir en Belgique, a eu lieu en Hongrie. Parce que les autorités belges ont dit on est incapable d'assurer la sécurité des sportifs israéliens, ce qui est une défaite, mais totale. Donc pourquoi ça peut avoir lieu en Hongrie, mais ça ne peut pas avoir lieu en Belgique? Intéressant de se poser cette question. Exactement. Laurent, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Sinon, après j'avais d'autres choses à dire, mais c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Allez-y, avec plaisir. Non, c'était par rapport ensuite, le sentiment d'impunité que les gens que l'on a en face de nous, il vient aussi des décisions de justice, parce que les gens pensent que c'est la police qui est impuissante ou qui relâche les gens, mais il faut savoir que la police, pour schématiser, c'est le bras armé de la justice. C'est-à-dire que nous, on constate les infractions, les délits, les crimes, on recherche les auteurs et on les selon le code pénal et le code de procédure pénale, bien sûr, et on les remet à la justice. Mais après, c'est la justice qui décide du sort de la personne. C'est-à-dire que si ça tenait qu'à nous, on appliquerait déjà strictus sensus le code pénal, puisque tout est dans le code pénal, il y a les infractions et les peines qui vont avec les infractions. Là, on se retrouve, alors je ne sais pas si c'est idéologiquement parlant des décisions qui sont prises par les juges, mais on se retrouve avec des délinquants qui, malgré des fautes et des actes très durs, se retrouvent avec des peines qui sont futiles. Et ça, c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, pour la police, c'est catastrophique. Quand vous vous retrouvez avec des gens que vous avez arrêtés 2 jours auparavant pour vol avec violence et vous les retrouvez avec juste une convocation pour se présenter. Et vous devenez fou. Voilà, eux, ça les fait rigoler. Donc ils ont ce sentiment de... Oui, d'impunité. Ils se disent, de toute façon, il ne va rien nous arriver, donc c'est bon. Il ne va rien nous arriver. Voilà. Bien sûr. Ça, des anecdotes, j'en ai 36 000. Et puis, pour terminer, pour répondre à une de vos questions que vous aviez posées il y a un certain temps, et pour vous prouver que j'écoute bien votre émission. Merci. Moi, le premier album que j'ai acheté, c'était en 1978, et avec mes sous, c'était Breakfast in America de Supertramp. Voilà, parce que c'est la question fétiche de Fabien Leclerc. Merci Laurent d'avoir été avec nous sur Europe 1, c'était extrêmement intéressant, Laurent Policier. Merci d'avoir été avec nous, Laurent. Merci, au revoir. Vous nous rappelez quand vous voulez, 01 80 20 39 21. On a Julien qui est avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Julien. Vous habitez Corbeil-Essonnes. C'est ça, exactement. On m'appelait la Corbeille là-bas. Je peux vous dire, on retrouvait tout ce que les gens voulaient pas. C'est vrai, à la maison. Merci d'être avec nous, Julien. Alors vous vouliez réagir également sur la clochardisation de la police, comme on dit. Et c'est vrai que ça fait tellement... je vous dis, tout ce qu'on dit ici, à chaque fois qu'on sort de l'émission, on se dit quand même, on est quand même dans une sacrée galère. C'est incroyable. C'est que ça fait mal au cœur, quoi. Pour eux, déjà d'une, ils ont des conditions de travail. Bon, voilà, c'est hyper tenant. Moi, j'ai des amis aussi dans la police, donc voilà, je connais un petit peu, on en discute ou quoi que ce soit. Et moi, c'est surtout qu'à Corbeil-Essonnes, voilà, moi, ça fait 5 fois qu'on se fait casser les vitres des voitures ou quoi que ce soit. Et je décide à un moment d'aller porter plainte parce que voilà, ça commence à me saouler. Et puis j'aimerais bien qu'on pose soit des caméras, soit un peu plus de patrouilles, quoi. Et on m'a très clairement dit que les patrouilles on les aurait pas et que les caméras non plus. Voilà. Parce que voilà, moi de ce qu'on m'a dit, c'était que le maire en question qu'on a à Corbeil-Essonnes préfère qu'on fasse des patrouilles aux alentours de son habitation à lui que ailleurs. C'est énorme ça. Ça c'est incroyable, ça aussi. Et c'est très clairement ce qu'on m'a dit. Je dis juste que voilà, les flics avec qui j'ai parlé à Corbeil-Essonnes étaient plutôt de droite, donc je vous laisse imaginer le maire de Corbeil-Essonnes de quel parti il est. Mais bon voilà, c'est une insécurité totale. Moi ça fait 5 ans que j'y habite. Ça fait 3 ans que on sort pas trop, quoi. J'ai 2 chiens à la maison et ma copine ne veut plus les sortir parce qu'elle se fait emmerder, quoi. Vous imaginez? Bon, voilà, elle est blonde, blanche, les yeux bleus, taille mannequin, enfin voilà, et elle me dit je peux pas les sortir, des pauvres. Déjà j'ai envie de vous dire Julien Psartok. Votre copine déjà, ça c'est déjà. Mais c'est vrai que Julien, non mais c'est dramatique dans ce qu'on entend trop ça, dramatique. Non mais on se sent plus en sécurité. Moi j'ai une phrase.
j'ai 31 ans. Voilà, la rue, je la connais parce que je viens d'un milieu, j'habitais pas Corbeil, hein, mais voilà, moi je me souviens à l'époque, ça se passait pas comme ça. Vous savez ce qu'il y avait avant, Julien, vous savez ce qu'il y avait avant, il y a encore 10 ans, il y avait quand même du respect et il y avait un code d'honneur. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de respect même envers les anciens. Il n'y a plus de respect envers les femmes. Il n'y a plus de respect envers l'uniforme. Exactement. Il n'y a plus de respect, Julien. Je vous le dis, aujourd'hui, la délinquance est encore, et bien sûr encore plus avant avec les anciens, ils avaient un code d'honneur. Et là, aujourd'hui, la délinquance, ils peuvent s'en prendre à tout le monde. C'est-à-dire aussi bien une femme, aussi bien un policier, aussi bien un enfant, aussi bien une personne âgée. Exactement, une personne âgée. Et c'est ça qui me rend fou, Julien. Et on voit, il n'y a plus de limite, en fait. Il n'y a plus de limite. Oui. Moi, je pense que c'est parce que voilà, la police n'a plus de moyens. Ils se font absolument plus respecter. Mais il n'y a plus de moyens, mais il y a également plus de morale chez les délinquants. C'est ça qui m'en fout. Parce que il y a toujours eu du banditisme, etc. Moi, je vous dis, je suis assez pote avec des amis à moi qui ont fait des 19 ans de prison et qui me disent, quand on voit la délinquance d'aujourd'hui, ils nous dégoûtent. Parce qu'ils n'ont pas... nous, on n'a jamais... ils n'ont pas de code d'honneur. Et nous, on n'aurait jamais fait du mal à quelqu'un. On était c'était des braqueurs qui n'ont jamais d'ailleurs eu recours à la force. Et c'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 19 ans de prison. Mais aujourd'hui, ils sont dans la réinsertion. Mais ils me disent aujourd'hui, quand je parle avec eux, ils me disent aujourd'hui ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça nous dégoûte aujourd'hui de ce qui se passe au niveau des délinquants. Et ils n'ont plus aucun code d'honneur. Vraiment, franchement, ils nous disent et ils sont encore plus sévères que moi. Hein. Je vous le dis, ils ont envie, vraiment, ils sont encore plus sévères que moi, et ils ont envie qu'ils prennent encore plus de peine que moi, je vous le dis. Oui, parce que les grands, maintenant, n'arrivent plus à gérer les petits. Moi aussi, j'ai quelques connaissances. Là, quand il y a eu l'affaire de Naël à Corbeil-Essonnes, ça a pété de partout. Ah oui. Je crois que c'était l'endroit où c'était le plus critique avec Grigny. Bien sûr. Voilà, ça a pété de partout. Et même les grands ont essayé de temporiser, parce que je connais la cité de Grigny aussi. Les grands ont essayé de temporiser les petits, mais alors les petits, ils en avaient strictement rien à faire. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Moi, je reviens de vacances, concrètement. Je suis parti un mois en Indonésie, du côté de Bali ou quoi que ce soit. Donc, j'avais décidé de tout lâcher. C'était déjà un petit peu le bordel au niveau des infos quand je vous écoutais ou quoi que ce soit. Et même quand je regardais votre émission à TPMP. J'ai dit, je vais tout déconnecter. Je suis revenu, j'ai fait... mais c'est pire. En un mois, ça se dégrade de jour en jour. Je vous le dis, Julien. Merci, Julien. Merci, Julien. Je vous fais de gros bisous, Julien. Merci de nous écouter sur Europe 1 entre 16h et 18h. Mais de rien, j'espère qu'on se reverra sur TPMP. J'essaye de prendre les places, mais à chaque fois, c'est toujours, toujours booké. Essayez de voir avec nos équipes pour qu'on essaie de vous avoir de place. D'accord, Julien ? C'est merci. Gentil, merci. Quand ça, vous viendrez avec votre copine. J'ai l'impression que vous êtes très amoureux. Donc ça me fait plaisir. Je pense qu'on pourra même parler peut-être d'un ami commun que l'on a, un certain Lanvin. Ah, très bien. D'accord. Très bien. Avec plaisir. Merci. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Merci, Julien. Merci beaucoup. 01 80 20 39 21. Merci de nous avoir appelés. Vous nous rappelez déjà demain. Vous nous appelez tous les jours. Vous réagissez au Standard d'Europe 1. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Merci à tous.